Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. L'OGC Nice est un solide leader de Ligue 1 et affole les statistiques. Autour de la table pour en parler cette semaine, nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin, Vincent Menichini. Salut Vincent. Salut à tous. William Inversé. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Bonjour. Et le big boss, le chef, Philippe Camps, est avec nous. Salut Philippe. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien. Très belle petite veste en jean. C'est un rebooking. J'apprécie. On dirait Jordi. À ma gauche, un nouvel invité exceptionnel cette semaine. Fabrice Bocquet, le directeur général de l'OGC Nice, est avec nous. Salut Fabrice. Salut Mika, salut à tous. Très content d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que vous faites rare sur les plateaux de télé et à l'extérieur, dans la communication extérieure du club. Donc on vous remercie vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Au sommaire de ce Gymto, nous reviendrons sur la victoire donc 2-0 contre Rennes. Nous ferons un focus sur Pablo Rosario et sur Kefren Turam. Nous nous demanderons dans le pour-contre, l'OGC Nice peut-il être champion? C'est la question de la semaine. Nous évoquerons bien sûr le déplacement vendredi soir à Montpellier sans Youssouf N'Daye suspendu pour 2 matchs. Et en fin d'émission, le Souviens-toi de Jordi sera consacré à les dates Bjekovic. Voilà pour le décor de cette émission. On la démarre évidemment dans la bonne humeur avec une très bonne nouvelle d'ailleurs pour démarrer ce Gymto, mon cher Will, c'est la sélection direct de Jean-Claire Todibo en équipe de France. Ouais, c'est une très bonne nouvelle après ce qui s'était passé lors du dernier rassemblement, l'épisode malheureux du sourire pendant la minute de silence. Didier Deschamps avait discuté avec lui, avait préféré ne pas le faire jouer finalement sur la deuxième rencontre à Lille contre l'Écosse, mais il ne lui en tient pas rigueur. La preuve, il le sélectionne directement. Il y a la blessure de Pavard, certes, mais il passe encore devant un certain Dissasi ou d'autres joueurs. Donc c'est la confirmation qu'il est bien dans les petits papiers du sélectionneur. Et on peut se dire, avec la rencontre France-Gibraltar à l'Alliance, que Todibo pourrait démarrer et être en bleu à l'Alliance à domicile. Ce serait magnifique. Alors vous qui avez rencontré Didier Deschamps cette semaine pour Nice Matin et le Face aux lecteurs, il en a parlé un petit peu de Jean-Claire Todibo, Didier Deschamps. Est-ce que pour toi, Vincent, le fait justement qu'il y ait ce match à Nice, le France-Gibraltar, a pu peut-être favoriser la sélection de JC? Absolument pas. Didier Deschamps est complètement imperméable à ce genre d'éléments. Franchement, il en a pas rien à faire que le match se joue à Nice parce qu'il habite à côté et que ça va lui rappeler quelques souvenirs. Mais en aucun cas, il va prendre Todibo parce que le match se joue à Nice. Il le prend tout simplement parce qu'en ce moment, c'est certainement l'un des meilleurs centraux français et qu'il bénéficie également, JC, de la blessure malheureuse de Benjamin Pavard, tout simplement. Parce que si Pavard avait été disponible, Pavard aurait été là. Il a marqué 2 buts lors de. Et puis surtout, il a été excellent contre l'Écosse. Il a marqué également 2 buts. Donc après, on se rappelle la dernière Coupe du Monde, il y a plein de joueurs qui n'auraient pas dû être là. Ils ont profité de l'absence d'autres et ils sont allés jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Donc après, pour Jean-Claire Todibo, c'est tout à fait mérité. En tout cas, comme l'a dit Will, ça serait top pour lui de le voir en bleu à l'Alliance Riviera. Et l'histoire, franchement, serait belle parce que quand il arrive mercato d'hiver 2021, c'est loin d'être gagné. Il sort de plusieurs mois à la cave au Benfica. Et Jean-Claire, c'est devenu, au-delà d'un super joueur, un homme plus mature. Voilà, même s'il y a eu le petit Smilegate, là, un petit peu son sourire malvenu. Smilegate. Et ouais, je pensais à ça tout à l'heure. Fabrice, c'est une fierté évidemment pour l'OGC Nice qu'un joueur soit sélectionné chez les Bleus. Oui, bien sûr, c'est une grande fierté, surtout quand on avait eu la chance aussi il y a quelques mois, et grâce à leurs performances et aux performances collectives, d'avoir JC, également d'avoir Kefren, d'avoir JC sélectionné directement. Également, c'est une belle performance, c'est une belle récompense pour lui, et je pense aussi que c'est un signal aussi par rapport à la performance globale du gym, défensive. Donc voilà, on est tous très contents pour lui et pour le club. Ça valorise le club d'un point de vue, on va dire, pas financier évidemment, mais médiatique en tous les cas. Ça valorise le travail effectué par toutes les équipes? Oui, bien sûr, ça valorise tout parce qu'au final, notre métier, c'est de la performance sportive qui est au centre de tout. Donc au final, quand vous avez un joueur de notre effectif qui est sélectionné au niveau de l'équipe de France, qui est au top niveau mondial,
Évidemment, c'est un signal qu'on va dans le bon sens et on est très très heureux pour lui. Et notre objectif aussi, c'est de continuer à faire en sorte, on en parlait tout à l'heure avec Philippe aussi, de faire en sorte d'être capable de faire émerger d'autres joueurs qui puissent évoluer en équipe de France. Oui, on pense en particulier peut-être aussi à Kefren Turam, hein, Philippe, qui avait été lui aussi sélectionné la saison dernière. Todibo, c'est en toute logique, alors ça récompense pas, parce que Didier Deschamps, comme l'a dit Vincent, il n'est pas là pour donner des bons points ou des mauvais points, mais ça prouve la solidité du joueur qu'il est devenu et du statut qu'il est en train d'acquérir. Actuellement, il est monstrueux, donc c'est logique. Donc, on a vu le pragmatisme de Didier Deschamps sur la sélection. C'est très bien et c'est mérité. Oui, Philou, il a toujours vas-y, Vincent. défendu Jean-Claire Todibo. Il Toujours. faut lui reconnaître quand même un œil. Une constance. Ça fait un an, même plus, c'est son chouchou. Bah oui. J'aime bien Todibo, Thuram. Ce sont des bons joueurs, effectivement. Will, c'est pas le seul joueur niçois dont on a pris la sélection aujourd'hui. Un ancien international espoir prend la direction du Maroc. Ouais, en fait, c'était un peu passé inaperçu, on ne le savait pas trop, mais en fait, Sofiane Diop a fait un choix. Il pouvait autant représenter les couleurs de la France que le Maroc, que le Sénégal. Et finalement, il a choisi le Maroc, puisque Walid Regragui vient de le sélectionner pour la première fois. Le Maroc jouera contre l'Érythrée et la Tanzanie. Et Sofiane Diop pourrait à cette occasion faire sa première cape avec l'équipe nationale du Maroc, qui commence à avoir une belle petite équipe aussi après ses beaux résultats à la Coupe du Monde. De Coupe du Monde. Ouais. Et ça continue. Il y a aussi Amir Richardson qui était formé à l'OGC Nice, qui est à Reims aujourd'hui, qui figure dans cette sélection. On se souvient d'Amraoui qui avait été aussi sélectionné à un moment donné. Exact. Donc c'est bien. En fait, tu te rends compte quand même que tous ceux qui captent qu'en fait l'équipe de France ça va devenir un peu trop haut, en fait ils font un autre choix. Je pense à Amine Gouiri également, qu'on a bien connu ici, qui était à un moment pas très loin de l'équipe de France. Et finalement, il choisit l'équipe d'Algérie, alors pas par défaut, et c'est magnifique en plus de représenter le pays d'origine de ses parents, même de ses origines. Mais souvent, on se rend compte que les top, ils privilégient l'équipe de France, ce qui est plutôt logique. Mais est-ce que les joueurs vous consultent dans ces cas-là, quand il faut choisir une sélection par rapport à celle qui était de base, on va dire l'équipe de France? Est-ce qu'il y a un processus d'accompagnement avec le club? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend, chaque cas est différent, ça peut arriver. Et d'ailleurs, quand il y a des consultations, ça va plutôt, par exemple, avec Flo, directeur sportif, ça va pouvoir échanger. Moi, à mon niveau, non, je n'ai pas de discussion là-dessus, sur ce sujet. Mais je pense que ça fait partie de discussions constructives, parce qu'au final, c'est exactement comme tu le dis, Vincent. En fait, au final, vivre des expériences au niveau de sélection nationale, ce sont des expériences fortes. Et les joueurs ont envie de pouvoir vivre cela. Et à certains moments, s'ils peuvent avoir l'opportunité de le vivre différemment, parce que le niveau de l'équipe de France, on le sait, est très très élevé et la concurrence est très haute, et bien à un moment donné, ils font des choix. Donc on est là pour les accompagner. Au final, ça reste quand même leur choix, leur décision, mais on est là plutôt en support et en particulier au niveau de la partie sportive. Mais pour un club, c'est pas... Pardon, je me permets. Vas-y, Vincent. J'imagine que Florent, Fabrice, même le coach, ils auraient bien aimé que Sofiane fasse ce choix peut-être après la CAN. Voilà, c'est la question que j'allais faire. Mais bon, après, c'est tellement personnel. À Philippe, c'est vrai que on est très content pour Sofiane Diop, mais ça va peut-être poser un problème à OGC Nice au mois de janvier, quand les joueurs vont partir à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est pour tous les clubs. Ouais, mais bon, ça fait un de plus. Mais ça fait un de plus. J'ai pas la liste en tête. Mofi, Sofiane Diop, peut-être Evan Guessant qui... Pareil, Guessant, il va falloir suivre ce dossier parce que Guessant aussi, il est entre la France, ça paraît compliqué, et la Côte d'Ivoire qui lui fait vraiment les yeux doux. Alors peut-être que Fabrice Boga, peut-être que Fabrice va nous donner l'info pour Evan Guessant parce que c'est vrai que c'est un dossier... Non, mais en tout cas, sur Evan, je n'ai pas d'informations particulières parce que tout simplement, je n'en ai pas. Mais effectivement, c'est un sujet, mais comme ont aussi d'autres clubs, effectivement, la CAN, dans lequel, durant certains matchs, on part pratiquement de 4 matchs de Ligue 1, plus de nombreux matchs de Coupe de France, dans lesquels il faut trouver des solutions parce que les effectifs sont clairement impactés. Ce qui est bien, c'est que devant, donc, moi j'ai le numéro de Toko, Sanchez, tout ça, parce que j'ai l'impression que là, il n'y aura plus personne. Non, mais ça fait Buonani, Mofi, peut-être Guessant, Diop. Boudaoui, Attal, on ne sait pas trop s'il sera toujours un joueur de Nice. Il ne restait que la Borde devant. Boga. Merci à nos équipes. Ton oreille. On parlera un petit peu du mercato d'hiver, parce qu'il pourra peut-être se renforcer du coup à un moment donné pour les Niçois avec tous ces départs à la CAN. Ça fera partie des thèmes que l'on pourra évoquer avec vous, Fabrice. Juste pour finir sur la fenêtre sélection internationale, une petite info sur Marcin Bulka qui ne passe pas inaperçu en Pologne. Les prestations sont en train de faire
grand bruit au pays. C'est Chesney, le gardien titulaire de l'équipe nationale, mais tout le monde sent bien et tout le monde sait que Chesney n'ira pas au-delà de l'Euro, à condition que la Pologne se qualifie. Et derrière lui, Marcin Bulka est en train de marquer beaucoup de points. Et alors qu'il partait numéro 4 en début de saison, aujourd'hui, la question se pose si Marcin Bulka ne sera pas le numéro 2 après Chesney. Donc vraiment, si Marcin Bulka continue sur ces standards-là, il va très très bientôt devenir un titulaire de l'équipe de Pologne. Voilà, donc le gardien qui rebondit sur ce que dit Will. Tu rebondis beaucoup déjà depuis le début de cette émission. Très dissipé. Il est sur ressort aujourd'hui. Non, mais Bulka, c'est un joueur qui plaît à la Pologne, mais à plein de clubs aussi. Encore heureux, ouais, bien sûr. Et il fait un début de saison exceptionnel, mais même il faut en profiter parce qu'il y a un dirigeant de l'OGC Nice sur le plateau. Il va falloir le prolonger. C'est pas trop la tendance, apparemment, ce que j'ai compris, de le faire en cours de saison. Mais Bulka, ils ont bien conscience qu'il va falloir le verrouiller parce que c'est un gardien qui plaît à plein de clubs de première ligue. Fabrice, du coup, parce que tu es directement interpellé. Non, mais les performances de Marcin, je pense qu'elles sont claires pour tout le monde. Même l'année dernière, lorsque Marcin n'était pas titulaire, dans nos cages, on avait des retours. D'ailleurs, je signale, l'entraîneur de gardien l'année dernière, Nicolas Dehon, qui nous disait Marcin, c'est un gardien avec un potentiel extraordinaire. Donc, on en avait parfaitement conscience qu'on devait créer les conditions pour qu'il puisse évoluer au niveau, en tant que titulaire. Après, à lui derrière de savoir saisir sa chance, parce que là, il est en train d'enchaîner les matchs. Après, le poste de gardien de but, c'est un poste particulier où c'est la capacité à garder cette endurance de la motivation, et chose qu'il fait très très bien, et non, il est assez impressionnant. Et puis voilà, vous connaissez ses qualités, il est grand, tout ce qu'il fait, très bon au pied, personnalité, etc. Donc il fait de très très belles choses, et nous évidemment on est très très content de comment il évolue. C'est de là, lui proposer une petite rallonge à un moment donné. Ça pourra faire partie des discussions à un moment donné de prolongation ou autre, on verra, mais en tout cas à l'instant on n'en est pas là. Déjà, vous savez, on n'est pas non plus nous dans la culture de l'instant, et on doit se projeter aussi. Et aujourd'hui, déjà, on se concentre sur la performance sportive, et à chaque moment, on fera un point par rapport à Marcin. Mais pour l'instant, vraiment, on est très content de ses performances, la performance collective au-delà. Et je pense que ce qu'il en ressort aussi, c'est ça, c'est que lorsqu'on a une équipe qui est performante, aussi les individualités en profitent, et on les voit aussi de plus en plus. Donc pour nous, c'est un tout, et Marcin en fait clairement partie. Et je ne suis pas du tout surpris, William, de ce que tu dis par rapport à la perception qu'il y a de ses performances en Pologne. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur l'actu chaude de l'OGC Nice, et c'est sélectionné dans les différentes sélections. On vous rappelle, l'info principale, c'est la sélection de Jean-Claire Todibo avec l'équipe de France, et en particulier ce match France-Gibraltar de la semaine prochaine du côté de l'Alliance Riviera. On vous en parlera encore également dans une prochaine émission. On passe à Nice-Rennes, le succès 2-0 des Aiglons face à cette équipe rennaise. C'est vrai que ça a été un match pour une fois non gagné 1-0 par les Aiglons, cette fois gagné 2-0, et malgré tout un très bon match de l'OGC Nice. Oui, au-delà du score, moi j'ai trouvé que personnellement, je trouve que c'est le meilleur match de l'OGC Nice cette saison. Dans sa globalité, il y avait eu des bonnes mi-temps à Lorient, une très bonne mi-temps à Clermont aussi, la première. Et là, je trouve que sur l'ensemble de la partie, avec des physionomies un peu différentes, un Rennes un peu plus offensif en première période, moins inspiré par la suite, mais l'OGC Nice plutôt constant. Encore cette domination physique impressionnante au milieu de terrain. Des occasions devant aussi, et puis cette solidité derrière. Là, on voit le contraste entre la charnière Dante-Todibo et la charnière rennaise. C'était impressionnant. Marie, c'était compliqué. Voilà, ça montre à quel point l'OGC Nice actuellement défensivement est vraiment sur une autre planète. Et on regardera effectivement les chiffres de ces statistiques défensives tout à l'heure de l'OGC Nice, mais pas que. On va regarder en attendant les stats de cette rencontre entre Nice et Rennes, et pour montrer que c'est normal que Rennes ait eu un peu plus de possession, parce que Rennes devait revenir au score, en particulier dans cette seconde période, et puis l'OGC Nice a évolué plus longtemps que Rennes à 10 contre 11, puisqu'il y a eu un Rennais exclu également en fin de match. Mais on va dire que dans les tirs en particulier, dans les ballons touchés dans la surface adverse, la domination a été plutôt niçoise en termes d'occasions manquées, en termes de poteaux aussi également, Vincent, pour cette équipe de l'OGC Nice. Est-ce que tu es d'accord avec Will quand il dit c'est peut-être le match le plus abouti des Aiglons cette saison? Ouais. On n'oublie pas le match au parc, mais c'était dans un autre contexte. C'était un autre contexte, mais c'est vrai que c'était un match complet, avec des garçons qui ont certainement également montré la voie, comme Jérémy Boga, qu'on avait plutôt vu de manière intermittente depuis le début de saison. Là, je l'ai vraiment trouvé de la première minute jusqu'à la fin vraiment très intense.
mais vraiment avec une capacité à faire des différences balle au pied, à se replacer. Et comme l'a dit Will également, je trouve que c'est ce que tu dégages aujourd'hui en termes de puissance physique. Moi, ça, j'adore. Au milieu, quand tu as Boudaoui, Youssouf, bon, faut qu'il se calme un petit peu sur certains On en parlera tout à l'heure. aspects. Mais Kefren aussi, que j'ai retrouvé avec beaucoup d'allant. Après, pareil, on en reparlera plus tard, faire mieux dans le dernier geste. Mais on l'a revu percutant. Et voilà, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Will. Et derrière, voilà, c'est du béton. Dante Todibo, aujourd'hui, on en parle avec tous les Niçois. Et même les plus jeunes aujourd'hui, ils se disent, mais les gens ne se rendent pas compte de ce que réalise Dante à 48 ans. 40 ans. Non, mais 48, c'est des fois, 40 ans. Merci. J'aimerais bien quand même qu'on se rende compte vraiment Dante, ce que réalise ce garçon-là à 40 ans. Il t'impressionne, il vous impressionne, Dante, Fabrice, au club, tout le monde en parle? Je pense qu'il impressionne au-delà du club. Quand tu as 40 ans et tu as ce niveau de performance au plus haut niveau, tu ne peux être qu'admiratif. Il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de sa propre performance, c'est ce que cela dégage autour de lui, au niveau d'un vestiaire, en termes de professionnalisme, au niveau d'un club. Donc c'est au-delà de sa performance individuelle, c'est l'impact que cela a dans un vestiaire, en fait. C'est en termes de professionnalisme, d'hygiène de vie et de fraîcheur aussi, et de fraîcheur. Du haut niveau. Donc non, c'est évidemment admirable et c'est même dur de trouver les mots en fait pour exprimer le type de performance qu'il peut avoir compte tenu de son âge. On en parlait avec lui sur ce plateau quand on a célébré ses 40 ans. Il a une réelle envie de faire une saison peut-être supplémentaire du côté de l'OGC Nice. Là aussi, c'est pareil peut-être qu'avec Marcin, on ne va pas poser la question directement, mais c'est un joueur qui est attaché au club. Il n'y a aucune raison que s'il a envie de continuer, l'OGC Nice lui refuse ça. Écoutez, non, de toute façon, non, mais on peut en parler. De toute façon, je pense que lorsqu'on arrive dans ces moments dans une carrière, on ne se projette pas à 2, 3, 4 ans. En fait, on vit au jour le jour, saison par saison. Et on a envie aussi, je pense, en tant que sportif de haut niveau, de garder en fait ce niveau de performance et le jour où ça s'arrêtera, parce qu'un jour ça arrivera bien, de se dire je m'arrête à un moment où je suis vraiment à un niveau de performance très élevé. Donc je pense que ça se fait intelligemment et discussions régulières. Et voilà, mais il n'y a pas de raison de se précipiter en fait. Et même pour garder à nouveau cette notion de sport de haut niveau, de compétition, c'est important aussi de le construire comme ça. Bon, on évoquait les chiffres fous de l'OGC Nice en ce moment, des statistiques assez incroyables. On vous en parle chaque semaine maintenant quasiment parce qu'il y a des stats qui sont toujours présentes, comme par exemple le fait que l'OGC Nice n'ait pas pris de but. On va en regarder quelques-unes justement sur ce tableau. 14 matchs sans défaite en Ligue 1, 9 succès, 5 nuls. Plus longue série d'invincibilité dans l'élite depuis 1967. Ça, c'est sur 2 saisons, il faut bien le préciser. 8e clean sheet en Ligue 1 cette saison. Total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens en 2023-2024 avec la Juventus de Turin en Italie. 11 matchs sans être menés. On est à un match du record des Girondins de Bordeaux qui étaient en 84-85 après 12 journées. 0 défaite. L'OGC Nice est toujours invaincu comme le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich dans ces grands 5 grands championnats européens. Et puis quelques stats supplémentaires encore. 25 points en 11 matchs. Deuxième total le plus élevé à ce stade de la compétition sur les 45 dernières années. On se souvient évidemment de l'année 2016-2017. 29 points, 3e au final. 4 buts encaissés. Ça, c'est une statistique assez incroyable. Meilleure défense des 5 grands championnats européens. 28, le plus haut total des grosses occasions. Ça aussi, ça veut dire des choses également. Ça veut dire que l'OGC Nice, contrairement à ce que peuvent dire certains, ne met pas le bus quand il joue. Et puis, 25 tirs cadrés subis. Seul Arsenal, le Bayern et Manchester City ont fait mieux. Will, l'OGC Nice joue clairement dans la cour des grands clubs européens cette saison. Il suffit, au-delà des chiffres, de regarder les équipes que tu côtoies dans ce tableau. Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, Juventus de Turin. Attention, il y a le débat après, Will. Ouais, non, mais... Ce que tu veux pas dire non, du coup, là. Je regarde mes arguments. Non, mais ça montre à quel point, vraiment, ce début de saison est exceptionnel. Le mot n'est pas trop fort. C'est vraiment des stats de club qui joue la Ligue des Champions. Alors, est-ce que ce sera le destin de ce club à l'issue de la saison? On est encore loin pour vraiment connaître la vérité. Mais en revanche, une vérité, c'est que 11 matchs, on l'avait dit déjà la semaine dernière, c'est déjà un tiers du championnat. Et donc, voilà, c'est déjà, mine de rien, un bon parcours qui peut laisser augurer de belles choses pour la suite. Philippe, est-ce que tu es surpris par ces statistiques-là de l'OGC Nice sur ces 11 premières journées? Obligé. Bah oui. Non, mais je savais. Bien sûr, je suis surpris. En revanche, moi, je déteste les chiffres et je n'aime pas les stats. Mais t'es plus un homme de lettres. D'émotion.
ça me nourrisse après pour plus tard. La logique mathématique, c'est important aussi. C'est vrai qu'en regardant cet amas de chiffres qui me fait tourner de l'œil, c'est impressionnant. On ne peut pas dire le contraire, c'est super impressionnant. Ce début de saison, Fabrice, on ne peut pas rêver mieux, quoi, quasiment. Ah, c'est compliqué, on est bien d'accord. C'est un très beau début de saison. Et un peu pour faire la synthèse de ce que vous dites, les chiffres sont beaux. Et aussi, c'est une équipe, je trouve, qui génère des émotions aussi. Qui génère des émotions, où on s'y retrouve. Donc, de ce côté-là, clairement, on est très satisfait. Les résultats et les chiffres le démontrent. Il y a un indicateur, désolé, je rajoute une stat, qui apparaît pas ici, mais qui est également un indicateur que nous on suit, c'est les expected points. Et d'ailleurs, j'ai vu que c'était apparu sur Nice Matin cette semaine. C'est un indicateur que nous on suit et qui démontre clairement que notre niveau de performance sur le terrain, c'est pas de la surperformance. En fait, on est à peu près là où on devrait être, ce qui démontre en fait de la qualité du travail des gens sur le terrain. Alors, j'ai pas mis dans les stats, on est évidemment, parce que j'ai jamais rien compris, moi, les expecting points, expected goals, tout ça. Là. Il va falloir qu'un jour, quelqu'un m'explique exactement. C'est ce que tu devrais avoir comme point. Enfin, ce que devrait, c'est... en fonction de l'endroit où tu tires, quand tu te retrouves face à la cage, tu as quand même beaucoup de chances de marquer. Fabrice, je suis sûr qu'il y a une explication claire et précise. Après, c'est un indicateur, il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister. Il n'est pas parfait, il y a d'autres dimensions qui entrent en ligne de compte, mais globalement, ça te dit... C'est dur de l'expliquer comme ça en quelques secondes, mais le nombre de buts que tu aurais espéré marquer compte tenu des occasions qui te sont générées. Alors, je vais vous donner juste un exemple concret. Par exemple, un penalty. Quand tu tires un penalty, tu as environ une espérance de but de 0,75. Ça veut dire que tu as 75% de chances de marquer quand tu tires un penalty. Et en fait, c'est la somme de chaque occasion qui est calculée durant un match. Et ça te permet de voir combien d'expected goals, combien de buts espérés tu as en ta faveur. Et tu fais le même calcul contre toi. Et ça te permet de définir un peu, globalement, au niveau du rapport de force. C'est pour ça que le match du Stade Rennais contre le Stade Rennais est intéressant, parce qu'on voit que le rapport de force, même au niveau des datas, on l'a gagné par rapport à ça. Et donc, ça nous permet de voir à peu près, est-ce que notre niveau de performance, est-ce que c'est de la surperformance, est-ce qu'on a de la réussite, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que le contenu pour lequel on peut avoir un ressenti à l'œil nu lorsqu'on le regarde, est-ce qu'on a des éléments chiffrés qui nous permettent de le comparer? J'ai à peu près compris. Je pense qu'on a perdu Philippe, par contre. Non, j'ai tout compris. D'ailleurs, je vais le faire chez moi aussi quand je vais rentrer le soir à la maison avec ma femme. Je vais faire l'expect house. Si elle est sympa, si elle a préparé un bon dîner, c'est de la vieille école. C'est pas très 21e siècle. Donc là, elle montrera le curseur. Ce soir, il faut qu'elle soit à 90%. Bon, allez, voilà pour les chiffres. Alors, on va lancer le débat. Vous en avez un petit peu parlé également, messieurs. C'est le pour-contre de cette semaine. On y va. Nice, petit lettre, champion de France à la fin de la saison. Nice. Allez, vous allez dire, bien sûr, ça y est, il s'enflamme sur le plateau de Gymtonic, mais tout le monde y pense, tout le monde se pose cette petite question aujourd'hui, y compris même après seulement 11 journées de championnat, mais comme l'a dit Will, ça fait un tiers déjà. Allez, pourquoi pas, on se lance. Will, c'est à toi. Vincent a commencé la semaine dernière. Moi, je vais être... Il va casser l'ambiance. Je vais raison garder, comme on dit. Je pense qu'au-delà de penser au titre, il faut déjà savourer cette place. Et je vais répéter ce que je dis depuis une semaine. Moi, c'est l'écart qu'il y a avec les concurrents européens qui m'intéressent. Les 12 points sur Lens et sur l'OM, les 13 points sur Rennes. C'est plutôt cette perspective qui me laisse penser que Nice peut jouer vraiment le podium cette année. S'entendre cette petite musique de la Ligue des Champions, c'est déjà l'espoir le plus fou qu'on puisse avoir aujourd'hui, parce que au-delà de Paris et de cette grande armada, je sais aussi que l'AS Monaco a un effectif de qualité et n'a pas de Coupe d'Europe non plus à jouer cette saison. Donc pour le titre, ça va être très 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 compliqué, mais je me dis aujourd'hui, par contre, pour la Ligue des Champions, ça commence à être très 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 probable. Vincent. Mais si après tout ce qu'on a dit précédemment, tu ne crois pas à la Ligue des Champions... Non, au titre, la question c'est le titre. Justement, la Ligue des Champions, pour moi, aujourd'hui, tu es très très bien parti. C'est pratiquement jamais arrivé qu'une équipe s'écroule de telle façon qu'elle ne finisse pas dans le top 3. Donc pour moi, alors c'est des statistiques, il faut encore le prouver dans la durée. Mais en fait, quand tu es à la même table que City, que le Bayern après 11 journées, et que surtout tu es aussi solide, pourquoi ne pas espérer aller très haut, et pourquoi ne pas espérer justement rivaliser avec le PSG qui
n'est pas non plus une équipe qui montre une grande sérénité depuis le début de saison. Ça perd quand même pas mal de matchs. On a vu cette semaine que ça a perdu contre le Milan AC. C'était pas un grand Milan. Malheureusement, oui. C'était pas un grand Milan avant ce match-là, parce Ouais. que le Milan, ils ont fait un gros match. J'étais à San Siro, je peux te dire que c'était gros. Mais c'est peut-être parce qu'en face, tu n'avais pas non plus un énorme pari. On a vu que des garçons, depuis le début de saison au PSG, on s'est pas mal enflammé sur Ugarte, qui était présenté comme un phénomène d'intensité. Techniquement, il savait tout faire. On est en début novembre, c'est tout l'inverse maintenant. Donc au niveau de l'intensité, il ne répond pas au duel. Donc je me dis qu'il y a la place cette année, un peu comme Monaco il y a quelques années, un peu comme Montpellier en 2011. Je ne trouve pas que Paris soit si exceptionnel. Et en revanche, je trouve que Nice dégage une solidité et surtout, comme on le dit depuis le début de saison, alors moi, en termes d'émotion, je ne sais pas non plus l'extase comme ça avait pu l'être avec Lucien Favre il y a quelques années, mais il se passe un truc vraiment au sein de ce groupe-là. Le rouge que prend Youssouf, par exemple, c'est une faute qu'il ne doit jamais faire, mais j'aime bien quand même la mentalité que dégage cette action. Ça veut dire que, ouais, ok, tu as fait faute sur mon pote, ok, par contre après je te découpe. Il ne doit pas la faire, il ne doit pas prendre rouge, il doit le faire de manière plus intelligente, mais dans ce groupe-là, il se passe quelque chose. Et quand tu es armé d'une telle confiance, d'un état d'esprit aussi conquérant, bah ça peut t'amener très loin. Montpellier en 2011-2012 n'avait pas les meilleurs joueurs, mais pareil, ils étaient portés par Olivier Giroud devant, des gars qui avaient une mentalité de gagneurs, et c'est ce qu'a l'OGC Nice. Donc moi, franchement, je les vois aller très très loin. Et pourquoi pas attention jouer à la CAN en janvier. Ouais, attention à la CAN. Je ne vais pas poser la question directement, Fabrice, évidemment, parce que c'est très difficile de répondre à cette question. Mais est-ce que c'est quelque chose de tabou à un moment donné de parler de titre quand on est l'OGC Nice, quand on a les moyens de l'OGC Nice aujourd'hui et quand on voit le début de saison du club? Je ne pense pas qu'il y ait de mot tabou, et je pense qu'on a un état d'esprit qui est de gagner des matchs. Il faut que l'on gagne des matchs. Et après, j'ai envie de dire, l'appétit vient aussi en mangeant au fur et à mesure. Au départ, notre ambition, on l'a exprimé, vous le connaissez, c'est d'être un club de façon pérenne, qualifié dans des compétitions européennes. Après, dans le terme compétition européenne, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, et William l'a dit tout à l'heure, on regarde aussi l'écart qui peut exister entre, on va dire, nos concurrents directs pour les compétitions européennes, tel le Stade Rennais, c'est un match important aussi par rapport à ça, Lens, contre qui on n'a pas encore joué, et Marseille. Donc, de ce côté-là, nous, clairement, par rapport à notre ambition de début de saison, on est clairement dans les clous. L'appétit vient en mangeant. On a envie de se projeter et de rester, évidemment, le plus longtemps possible vers le haut. Après, nous, on est là pour remporter chaque match. Pour remporter chaque match, on va garder cet état d'esprit. Après, au final, le classement, ça serait une conséquence. On peut pas aujourd'hui, et l'objectif, c'est de rester focus. C'est de rester focus à tous les niveaux. Hein. Ce que je dis, c'est au niveau sportif, mais c'est aussi au niveau administratif. Ok, on a un super classement, ça se passe très très bien, mais c'est dans ces moments-là où il faut qu'on soit encore plus concentré, encore plus sérieux, aucun relâchement, et aussi pas avoir honte et pas avoir peur de vouloir gagner à chaque match. Et donc, nous, on va garder cet état d'esprit-là. Et ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, ne pas sortir la boîte à chèques tout de suite. Si jamais les 2-3 joueurs performent bien, évidemment, il ne faut pas s'enflammer là-dessus non plus. Non, mais est-ce que ça pourrait changer le raisonnement d'Ineos qui a réduit la voilure cet été et de voir aujourd'hui l'OGC Nice peut-être à la trêve pouvoir jouer la Ligue des Champions? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait changer quelque chose chez Ineos? En tout cas, au niveau Ineos, par rapport à ce qui a été fait précédemment, il y a moins de moyens qui sont engagés, mais il y a toujours des moyens qui sont engagés. Je suis bien placé pour le savoir. C'est des moyens très conséquents. Après, le mercato de janvier, on est en train d'y travailler. Hein. Flo, il travaille avec les équipes. On fait plusieurs points en interne. On est aujourd'hui, le 9 novembre, donc il reste encore pas mal de temps en termes de projection. Vous avez évoqué aussi tout à l'heure la CAN et l'impact que cela aura aussi au niveau de l'effectif, mais pendant une période donnée, c'est pas pendant 5 mois. Et comme vous le savez aussi, et ça faisait partie des objectifs de l'été dernier, il y a des questions aussi de recrutement, mais aussi des questions d'équilibre et de taille d'effectifs qui sont aussi importants. Et l'équilibre d'un effectif, c'est fragile. Donc il y a ces réflexions aussi qui sont en cours. Clairement, nous, si on a l'objectif de pérenniser encore plus une bonne compétition européenne, on n'hésitera pas en tout cas à aller en ce sens-là, mais on va le faire à nouveau de façon structurée, comme on a fait ces derniers mois, et on va avancer comme ça au fur et à mesure. Et entre aujourd'hui et le mercato de janvier, il reste encore plusieurs matchs. Mais clairement, Fabrice, y aura-t-il des moyens pour recruter lors de ce mercato d'hiver? Parce qu'on se faisait la réflexion en 2016-2017, l'OGC Nice avait fait arriver Obadi, Srarfi
et je crois que c'est tout. Ouais, alors catastrophique. qu'ils étaient champions d'automne à ce moment-là. Si l'OGC Nice performe encore dans, dans ce haut du tableau, et premier, deuxième ou troisième, a les moyens d'aller chercher un titre, est-ce que dans un réajustement d'effectifs, l'OGC Nice, d'Ineos, aura les moyens d'aller chercher un joueur ou deux? Je pense que ça va dépendre de comment est-ce que le championnat va évoluer. Et comme Vincent vient de dire, je n'ai pas en souvenir, je n'étais pas là le mercato en question, mais tu as utilisé le terme catastrophique. Le mercato de janvier, c'est aussi un mercato difficile, très difficile, où soit c'est des réajustements à la marge, ou alors c'est en préparation des saisons futures. Comme on l'a vu avec Youssouf et Mofi. Exactement. Donc en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, un équilibre d'effectifs, c'est fragile. Après, il y a certaines circonstances, entre la CAN, entre peut-être certaines choses pendant le mercato d'été qu'on aurait peut-être voulu affiner un petit peu plus, qu'on n'a pas pu faire. C'est dans cet état d'esprit-là. Mais après, une dynamique, c'est fragile. On a un effectif aujourd'hui qui est performant, qui a cette place-là. Il faut aussi préserver et maintenir cela. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va aussi le construire au fur et à mesure. Et aujourd'hui, au 9 novembre, on n'est pas encore dans un état précis de dire exactement ce qu'on va faire. Mais en tout cas, clairement, on a bien les enjeux et évidemment, comment le championnat va évoluer, on pourra s'adapter. Mais ça peut être aussi source de grosses frustrations. On se rappelle qu'il y a 2 ans, avec Christophe Galtier, l'arrivée de Bilal Brahimi a été également catastrophique. Alors je ne parle pas du joueur, mais ça peut aussi... Le signal donné. Au-delà du signal donné, si le coach voit arriver un joueur qu'il ne veut absolument pas, on se rappelle combien de temps après Galtier il lui a fallu pour digérer cette arrivée, ça a plombé la saison du club. Après, il y a eu d'autres affaires, mais c'est pour ça que ça sera un réel enjeu. On en revient au débat pour le clôturer. Oui. Mon cher Philippe, la synthèse de tout ça, pour toi, qui t'a convaincu le plus? Est-ce que Nice peut être champion ou pas? J'en sais absolument rien. Moi non plus, je dirais. Est-ce que Nice peut être champion? J'espère, j'en rêve. Ouais. Mais comme tous les supporters. Franchement, je sais pas. Déjà, ils sont premiers. C'est un truc. Voilà, je voudrais pas casser un peu l'ambiance, mais si on a des attaquants qui arrivent pas trop à se faire 4 passes, si t'es champion cette année, bon, ça sera une drôle de perf. Leicester. Parce que après, voilà, c'est ce que j'allais te dire, il y a eu des cas comme ça, Leicester en Angleterre, c'est puissant derrière, au milieu, tout ça, mais voilà quoi. C'est. Bon. Il y a encore quelques mois pour progresser. Effectivement, il y a encore quelques mois pour progresser dans le domaine offensif du côté de l'OGC Nice. Une belle marge de progression tout en gardant cette solidité défensive. Ça serait parfait. Un joueur qui s'est illustré lors de ce dernier match, c'est le focus de la semaine. Et ce joueur, c'est Pablo Rosario, l'exemple. Pablo Rosario, Didier Digard nous en parlait la semaine dernière sur le plateau de Gym Tonic. Et c'est vrai qu'une nouvelle fois, il a montré, Pablo Rosario, dans ce poste de latéral droit, qu'il était tout à fait efficace et que l'on est peut-être même un peu surprenant aussi pour certains. Un joueur d'exemple, c'est toi qui as choisi ce débat, mon cher Vincent. Pourquoi l'exemple ? Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. L'état d'esprit de cette équipe me plaît. Et Pablo Rosario s'inscrit parfaitement dans cette logique. C'est un garçon qui incarne plein de valeurs positives et qui, lorsqu'il joue en défense centrale, répond souvent aux attentes. Au milieu, il n'est pas exceptionnel. C'est loin d'être un grand technicien, mais il fait le boulot. Et à droite, aujourd'hui, depuis plusieurs matchs, il répond présent. Et c'est quand même assez exceptionnel d'avoir un garçon qui est arrivé il y a 2 ans du PSV, qui jouait pratiquement tous les matchs au milieu. On en avait fait voilà, là encore, l'un des leaders de l'équipe. Il disparaît un petit peu et dès qu'on fait appel à lui, il est là. Et c'est ça aussi, je trouve, l'état d'esprit du gym 2023-2024. Mais il était vraiment très bon quand il est arrivé. Ouais. Je trouvais qu'après... Avec Mario Lemina en particulier. Tout à fait. À un moment, il a vraiment plongé et on dit que c'est plus le même joueur même. Et aujourd'hui, est-ce que pour toi, ce qu'il apporte est satisfaisant, Philippe? Ah oui, ce qu'il a fait là, en poste de latéral, bon. De toute façon, c'est vrai que c'est un joueur dont un club a besoin, quoi. Un joueur de club. On va regarder les stats de Pablo Rosario depuis le début de cette saison. 405 minutes jouées, 9 matchs seulement, 6 fois remplaçant, 3 fois titulaire pour Pablo Rosario. 69% de duels gagnés. Au-delà de ça, Will, on est un peu surpris parce que c'est vrai qu'on avait tendance parfois à dire « Ah tiens, Rosario va rentrer dans le match ». Bon, ça veut dire que le coach veut blinder ou qu'il va y avoir 2-3 passes de perdus. Mais c'est vrai que
pour le moment, ce qu'il réalise cette saison, à l'image de tous les joueurs, hein, quasiment d'ailleurs, c'est plutôt très intéressant. C'est ça, c'est à l'image d'un effectif où les entrants ont souvent un impact dans la rencontre. Surtout au fil des rencontres, c'était un peu moins le cas en début de saison, mais aujourd'hui, vraiment, on voit l'impact des entrants. Et puis oui, Pablo Rosario, c'est le soldat, c'est le garçon que tu peux mettre défenseur central, arrière droit, milieu, il fera toujours le job. Et je trouve que c'est un garçon dont tu as besoin dans l'effectif parce que tu sais pas ce qui peut se passer dans une saison. Aujourd'hui, on en a la preuve, on en parlera tout à l'heure, mais remplacer Youssouf, ce sera pas quelque chose d'évident. C'est un garçon qui, par son intelligence de placement, son intelligence de jeu, peut dépanner encore une fois à un poste où tu as des besoins. Et ça, c'est un vrai luxe parce que voilà, c'est un peu joueur hybride que tu peux mettre un peu partout, et qui rend service. Ça, c'est le joueur rêvé pour les directeurs sportifs et les directeurs généraux d'un club. C'est-à-dire on a un joueur pour 3, quoi. Non, mais je pense que le terme que tu as utilisé, William, c'est celui-là. En fait, c'est un soldat. Il est à la fois humble, il est travailleur, il est versatile, il peut jouer sur plusieurs postes. Et en plus, la tendance de plus en plus aussi dans les clubs, c'est aussi à un moment donné de travailler avec des effectifs un petit peu plus réduits. Donc, quand tu as la possibilité d'avoir des joueurs aussi comme ça, qui sont capables de jouer arrière droit ou en défenseur central comme à Lorient ou au milieu de terrain, comme on a pu le voir sur certains matchs aussi, en fait, c'est un atout. Donc clairement, c'est un soldat. Et ça existe à NBA, ça, ces joueurs-là qui peuvent jouer sur 1, 2, 3, 4 postes comme ça. Et les franchises adorent ça également. Et puis quand il ne joue pas, il ne râle jamais. Il est toujours autant impliqué à l'entraînement, toujours aussi souriant, toujours très apprécié du vestiaire parce que derrière ses airs un peu rigides, c'est un gros déconneur aussi. Donc c'est un bien sur tous les aspects, dans la vie de groupe également. Bon, Puel, c'est un joueur comme ça. Claude Puel. Claude Puel était comme ça ? Vous pouvez jouer 8, 6, vous pouvez jouer latéral et vous pouvez jouer dans l'axe. Et il était déconneur, Claude Puel. J'ai eu mal à le croire, mais dis-moi. Après, c'est vrai que quand je vois Rosario latéral, au début, ça me fait... Parce que avec un vrai ailier, à l'époque du foot où il y avait des vrais ailiers, je me disais, mais il n'a pas le profil, quoi. Ouais. Parce qu'il faut... mais il n'est pas lent, attention Rosario, je pense. Et puis dans ce que demande Farioli, il y a moins de projection de la part des latéraux. C'est pour ça que, comme on l'a dit chaque semaine, c'est pour ça que Barre, on voit toutes ses qualités. Barre, le match qu'il fait encore contre Rennes. Si tu le retrouves dans le camp adverse tout le long du match, mon Melvin... C'est vrai, il vaut mieux l'avoir avec nous en ce moment, Melvin Barre, que contre, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas auparavant. Vaut mieux surtout l'avoir dans ton camp. Oui, c'est ça. Ah oui, dans ton camp, oui, en plus. Tu as raison. Autre joueur qui est plutôt apprécié, et qui est très apprécié même dans le vestiaire, c'est Khéphren Thuram, évidemment, un des leaders du milieu de terrain niçois. Et on l'a vu, là, c'est vrai, il s'est créé, alors c'est bien, de s'est créé les occasions, évidemment, mais ça pêche un peu dans la finition pour Khéphren Thuram. Oui, au moins deux belles occasions face à Rennes, à 0-0 en particulier, qui normalement, un joueur international, un joueur de cette stature-là, avec cette envergure, doit conclure. Doit conclure ou doit mieux faire, même si c'est pas lui qui conclut, il doit faire la passe D. Par exemple, sur la première, je pense qu'il peut faire un autre choix que de frapper du gauche. Sur la deuxième, il fait le plus dur, quoi. C'est le sombrero, s'amener le ballon de la tête dans la bonne trajectoire. C'est magnifique. Et derrière, la mauvaise position du corps et le ballon qui s'envole. C'est dommage, ça joue à rien. Alors, moi, j'ai particulièrement apprécié sa conférence de presse hier. Je n'étais pas présent, mais j'ai vu les propos et je trouvais qu'il était très lucide. J'ai trouvé très juste dans son analyse de sa progression sur le plan défensif, c'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'il se crée des occasions aujourd'hui. C'était déjà le cas sur les derniers matchs. On le voyait un peu plus offensif, on le retrouvait un peu plus d'allant balle au pied. Contre Rennes, c'était vraiment son match où il était le plus en position de marquer ou de faire marquer. Et il est lucide, il le dit, je dois faire mieux là-dedans. Et c'est là où on l'attend, clairement. On va comparer un petit peu les stats de Khéphren Thuram par rapport à cette saison, la saison dernière également. On va commencer par les stats de Thuram cette saison. On le voit, 9 matchs joués, 9 tirs, 0 passes décisives, 0 but évidemment, 46% de duels gagnés. Il a un impact un peu plus défensif pendant qu'on continue de regarder les stats. Évidemment, il a un impact un peu plus défensif cette saison, Khéphren, par rapport à l'année dernière par exemple. Mais c'est bien parce qu'il a compris que pour enrichir sa palette, il fallait qu'il en fasse plus à la perte de balles. Et notamment, par exemple, dans le jeu aérien, on disait en début de saison, il prenait jamais de carton, Khéphren Thuram. Là, c'est bien, il s'est vraiment renforcé, même je trouve, sur le plan physique. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que tu es quand même premier avec des garçons qui sont, alors pas en sous-régime,
Mais Kefren Thuram, Ils sont pas au taquet. Ouais. tu sens qu'il n'est pas très loin de trouver vraiment sa forme optimale. Il y en a d'autres, Mofi, Laborde, ils ne sont pas encore au top. Donc peut-être que le jour où eux, ils vont vraiment trouver la bonne carburation, ça peut vraiment faire très mal. Et Kefren Thuram, il l'a dit, je l'ai trouvé hier en conf de presse, pareil, lui, je l'ai vu débarquer il y a 4-5 ans, on aurait dit un petit bébé. Il osait tout juste répondre aux questions. Et hier, en fait, comme si j'avais vu... bah voilà, en fait, c'est un bonhomme que tu as en face. Un patron, quoi. Bah, un patron, j'aime pas trop ce terme, mais en fait, ouais, ça y est, quoi, il est parti. Et tu sens que lui, comme d'autres, c'est un peu pas la saison ou jamais, mais ils savent très bien que leur histoire avec Nice, ça va pas durer 10 ans. Mais hier, j'ai senti, voilà, ok, vous inquiétez pas, je sais que là, j'aurais dû marquer, mais mon début de saison, moi, j'aime bien. Et ça, ça dénote, tu vois, d'un état d'esprit un peu... ouais, t'inquiète pas, en fait. Ouais. Je vais te montrer, on est en novembre, on va un peu faire le point en mars-avril, et quand je serai peut-être à 3 buts, 3 passes D, et qu'on sera toujours premier, bah, vous allez vous calmer, quoi. Un joueur qui ne va pas rester des années et des années au gym, évidemment, c'est un joueur qui est très attaqué. Fabrice Kefren Thuram, tout comme JC Todibo d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle un actif club, c'est ça aussi, qu'on peut appeler ça comme ça? C'est avant tout un être humain et un joueur de football professionnel. Mais là, je parle de DG. Voilà, non, après, bah, évidemment, dans un secteur où il y a une forte financiarisation, donc il y a une valeur entre guillemets active, mais nous, c'est pas. Enfin, notre première approche déjà, c'est comment est-ce qu'on se concentre sur la perf sportive et comment est-ce qu'on peut le faire grandir. Quand même, il y a un élément aussi qu'on rappelle peut-être pas assez souvent, il n'a que 22 ans, Kefren. Il n'a que 22 ans et le fait, par rapport également à sa posture, qu'il ait conscience de ses axes de progression et aussi, comme cela a été dit précédemment, les occasions qu'il a, et la plupart du temps, il se les procure aussi lui-même. Oui, donc, bien sûr. ça démontre ses qualités. Et le jour, effectivement, comme je l'avais dit, il sera capable de passer ce cap-là et d'être encore plus dans l'efficacité sur tout ce qui se produit, bah alors là... Ça sera Paul Pogba. Moi, sincèrement, entre ce qu'on voit aujourd'hui de Kefren Thuram, un profil plus étoffé, et ce qu'on voit de sa conf hier dans la tête, je le trouve homme. Et ce que je vois de la sélection aujourd'hui en équipe de France, c'est les milieux de terrain. Mais attention, t'as vu, Ouais, Zaïre Emery lui est passé devant. Ouais, mais je prends le pari que Kefren Thuram sera à l'Euro. Devant Zaïre Emery, par exemple. Non, pas devant Zaïre Fofana. Emery. Avec Zaïre Emery. Avec Zaïre Emery. Oui, parce que ce sera aussi une façon de préparer Zaïre Emery pour la Coupe du Monde dans 2 ans. Mais oui, mais n'oublie pas qu'il y a la les JO différence aussi. aujourd'hui N'oublie entre- pas qu'il y a les JO et Kefren Thuram est La sélectionnable différence pour les JO. aujourd'hui entre Zaïre Emery et Kefren Thuram, c'est que Zaïre Emery, 17 ans, pleine fraîcheur, super joueur et tout, et il marque des buts. Ah bah, moi, je Il prends est le pari décisif. avec toi si tu veux. Je pense que Kefren Thuram ne sera pas à l'Euro, mais il sera dans la liste des JO. Allez, on fait le pari. Voilà, on fait le pari pour les JO 2024 à Paris. On a parlé de cette conférence de presse. On va l'écouter justement. Déjà, je te donne un coup à boire pour Oui, la fois. mais ça, on J'ai va pas régler oublié. ça entre C'était nous, quoi déjà t'inquiète le pas. pari C'était Une histoire de Guessant, compo. Guessant t'inquiète qui devait jouer à... pas. Ouais. On va l'écouter, Clermont. Kefren Thuram, dans cette conférence de presse, justement, sur cette histoire de dernier geste, être plus tueur dans la surface. Non, mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, je me suis étoffé sur le plan défensif et c'est une très bonne chose. Mais après, offensivement, c'est juste que j'ai pas mis les buts. Mais en vrai, j'ai eu les occasions. J'ai eu 2 belles occasions à Rennes pour marquer. À Lorient, j'avais 2 occasions aussi. À Lille, j'en ai eu. Donc, non, franchement, sur ce dernier, je dois m'améliorer. Mais en tout cas, c'est une bonne chose que je me retrouve devant le but et que j'ai ces occasions. Voilà donc pour Kefren Thuram et devant la caméra de Philippe Bertini lors de cette conférence de presse. C'est l'heure de l'indiscret. Un indiscret consacré cette semaine à Bouanani. Badreddine Bouanani, mon cher Will. Ouais, parce que malgré toutes ces belles nouvelles, toutes ces belles choses qui se passent à l'OGC Nice, il y a un joueur qui avait été beaucoup utilisé la deuxième partie de saison avec Didier Digard, qui aujourd'hui ne joue pratiquement plus. Bon, il y a des circonstances, il y a un effectif qui est en place, tout ça, et Francesco Farioli, on va dire qu'il y a un peu plus de mal à faire jouer les jeunes, et donc Badreddine Bouanani, qui avait prolongé l'année dernière aussi, peu après l'arrivée de Florent Ghisolfi avec Fabrice, qui avait choisi de le prolonger une nouvelle fois. Mais là, aujourd'hui, voilà, il manque de temps de jeu, il se pose des questions, et on n'est pas à l'abri que cet hiver, il sollicite un prêt. Alors lui aussi risque d'être concerné par la CAN.
avec l'équipe d'Algérie. Alors est-ce qu'aussi, c'est une question que je vais enchaîner, est-ce que ça pourrait faire partie des discussions aussi, de lui faire comprendre que peut-être que lui, de ne pas aller à la CAN, où il risque de... Difficile, hein. Rappelle-toi le cas de l'or déjà avec Belmadi. Oui, si mais est-ce que Bouanani a un temps de jeu exceptionnel avec l'équipe nationale d'Algérie? Je pense aussi à Hicham Boudaoui, parce qu'il ne joue pas non plus énormément avec l'équipe d'Algérie. Est-ce qu'on peut avoir des discussions avec le club en lui disant, écoute, c'est peut-être ne pas partir à la CAN, ça peut être bon pour toi, en voyant les autres partir. Est-ce qu'il peut se libérer de l'espace? C'est toujours des discussions difficiles de dire à un joueur sacrifie ton équipe nationale, surtout si tu es sélectionné pour privilégier ton haut niveau club, parce que ça peut mettre aussi un joueur en difficulté par rapport à son sélectionneur et à son futur au niveau de l'équipe nationale. Donc ça, c'est des discussions qui sont vraiment très 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 compliquées à avoir. Après. C'est un garçon, on l'a vu aussi l'année dernière, il a fait de nombreuses rentrées, il a des qualités. Après, comme tu l'as dit, William, on a un effectif qui tourne bien. Et puis, on l'a aussi vu contre le match de Rennes, les entrants ont leur rôle à jouer et ont fait la différence. D'ailleurs, sur ce match-là, ont contribué. Et la saison, elle est encore très longue. On a déjà fait 30% du championnat, mais il reste encore 70% à jouer. Donc, c'est encore très long. Et par rapport au mercato de janvier, est-ce que c'est ça la discussion de départ? C'est pareil, en fait, c'est très tôt pour nous pour évoquer cela. C'est un jeune joueur, il faut qu'il joue, c'est important quand tu es jeune, il faut jouer. Donc évidemment, en termes de projection d'effectifs, parce qu'on compte sur lui, il faut être capable qu'il puisse continuer à se développer. Et le temps de jeu de compétition, c'est important. Mais voilà, il reste encore plusieurs semaines et il faut être prêt. Ça peut aller très très vite. Elle peut être légitime parfois, cette petite frustration pour Badreddi Bouanani, quand on voit que même si Gaëtan Laborde est un joueur exceptionnel et très intelligent et très utile dans le dispositif de Francesco Farioli, mais il n'a pas la création, la capacité, et en ce moment, il ne marque le pas aussi au niveau des buts. Je ne vais pas me baser par rapport aux performances de Laborde. C'est la vie du foot, que des gamins, des joueurs soient frustrés parce qu'ils ne jouent pas assez. Et Badreddi Bouanani, clairement, il joue pratiquement plus. C'est peut-être là l'axe de... Mais bon, c'est toujours pareil. Nice est premier de Ligue 1. On ne va pas quand même leur dire quoi faire. Et l'axe de progression, ça va être les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, Nice, c'est certainement l'un des clubs français qui fait le moins jouer les jeunes. Mais Nice est premier de Ligue 1. C'est un vrai dilemme. On voit qu'à droite, Francesco Farioli, il y avait Antoine Mendy. Il a préféré Pablo Rosario, qui lui apporte des garanties. Et aujourd'hui, les jeunes, Antoine Mendy, Reda Belayan, que ce soit Louché, que ce soit Louché est rentré. Bouanani. Mais en fait, c'est hyper compliqué parce qu'aujourd'hui, quand tu vas vouloir aller chercher l'un des meilleurs jeunes, c'est compliqué en fait de lui faire croire qu'à Nice, les jeunes ont leur place. Parce que en l'état, c'est pas vrai. Mais dans le futur, tu auras besoin de tes jeunes pour faire avancer ce projet. Ce n'était pas le cas la saison dernière. C'est le où seul Digard s'est beaucoup appuyé sur les jeunes. jeunes. Même avant, Galtier un peu moins. Galtier moins. Galtier pas du tout. C'est le seul point. On peut dire que l'OGC Nice a entre guillemets régressé par rapport à la saison dernière. Mais bon, peut-être, on se rappelle les résultats. Après, Digard aussi, il était un peu forcé par moment. Quand il a été obligé de faire jouer Amraoui en poste de latéral gauche, c'était pas non plus une volonté de faire jouer un jeune. C'était un peu de faire jouer qui pouvait jouer aussi. Là, tu as quand même Perrault, Barre. À droite, tu avais Attal, Otomba. Il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes. Mais est-ce que Farioli s'intéresse aussi à ce qu'il y a derrière le groupe, les jeunes, la relève, l'équipe élite? Est-ce que ça... Je ne sais pas, mais est-ce que... Il s'intéresse, moi je pense qu'il s'y intéresse, mais aujourd'hui il a des garanties d'expérience, de vécu avec des cadres qu'il n'a plus envie de faire tourner. En fait, c'est plus dans son 11 qu'il veut garder vraiment fidèle au fil des semaines, plutôt que dans de dire non, Bouanani je ne le ferai pas jouer. C'est juste qu'il veut garder confiance absolue en Laborde, en Mofi, en Boga, pour tout ce qu'ils font dans le travail défensif aussi. C'est le réel enjeu, je pense, Fabrice même le confirmer. C'est qu'aujourd'hui, on sent que là, pas à court terme, mais sur cette saison, tu es très bien. Donc, tu n'as pas besoin de changer. Mais un dirigeant, ce qu'il doit voir, surtout, c'est dans la projection sur 2-3 ans. Ils vont vendre après leurs meilleurs joueurs. C'est la logique d'un club de Ligue 1. Ineos, on ne sait pas trop quelle va être sa stratégie. On va en parler tout à l'heure. Mais voilà, ce club-là, il faut aussi préparer l'avenir. Florent Ghisolfi, Fabrice Bocquet, ça fait 1 an qu'ils sont là. Si demain, tu as un club qui vient et... Attention, parce que c'est bien beau là, peut-être que tu peux finir top 3, mais il faut aussi penser aux saisons d'après. Fabrice. Ça c'est un sujet qui nous anime depuis qu'on est arrivé, évidemment, parce qu'aujourd'hui, l'effectif du gym, on nous alentours de la 10e place de Ligue 1 en termes d'âge moyen. Donc pour répondre à ta question, on ne fait pas partie non plus des effectifs les plus âgés. On a des jeunes joueurs. Par contre, ta question, c'est qu'on a des jeunes issus du centre. C'est surtout issus du centre.
du Et formation. surtout ceux qui jouent Et actuellement. après, qu'est-ce qu'on, ça Le dépend aussi pourcentage des gamins qui jouent cette saison. et qui sont aussi issus du. Non, mais l'âge moyen dont je te dis, c'est par rapport à ceux qui jouent. Par rapport à ceux qui jouent, on est aux alentours de la 10e place. Par contre, le point que tu soulèves et que vous soulevez, qui est un point intéressant, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire émerger plus de jeunes issus de notre centre de formation au niveau de l'équipe professionnelle. Ça, et par exemple, quand on se compare, pareil, à l'équipe contre laquelle on a joué le week-end dernier, le Stade Rennais, ils ont de très nombreux jeunes issus de leur centre de formation qui évoluent au niveau de l'équipe première. Et nous, notre volonté, c'est de progressivement, mais vous savez, un centre de formation, ça prend du temps. Et en fait, pour réussir à faire jouer des jeunes au niveau d'un centre de formation, au niveau de l'effectif professionnel, il y a plusieurs étapes à franchir. Déjà, il ne faut pas avoir un effectif trop important. Donc déjà, on a beaucoup travaillé, et Flo et ses équipes ont beaucoup travaillé en ce sens-là, premier point. Le deuxième point, et c'est la question aussi, Philippe, que tu as posée tout à l'heure, il faut avoir un entraîneur qui ne s'inscrive pas dans un projet équipe première, mais dans un projet club. Et une des raisons aussi pour lesquelles on s'est appuyé et on a choisi Francesco, c'est parce que oui, il a une vision plus globale. Ça ne s'arrête pas qu'à l'équipe professionnelle, c'est une vision globale club. Deuxième point. Et troisième élément derrière, c'est comment est-ce qu'on crée des meilleures passerelles et des meilleurs parcours de développement pour nos jeunes du centre. On sait qu'on a beaucoup de travail par rapport à ça. On en a parfaitement conscience. Et tu as tout à fait raison, Vincent, quand tu dis qu'à l'instant T, on a des bons résultats. Et notre rôle aussi, c'est de se projeter et d'être dans l'anticipation. Et on doit être capable de laisser de la place pour le développement de nos jeunes issus du centre de formation pour qu'ils puissent évoluer en équipe première. Fut un temps, il y avait cette passerelle avec Lausanne, entre guillemets, club satellite Ineos de l'OGC Nice. Beaucoup de joueurs qui étaient prêtés là-bas. Est-ce que c'est toujours d'actualité de prêter des jeunes joueurs du côté de Lausanne? Il y a été prêté. On a même eu des discussions pour en prêter un deuxième à un moment donné qui n'avait pas abouti. Même de l'autre côté, on a recruté un joueur, comme vous savez, Baldé issu de Lausanne. J'aime pas toujours le terme club satellite. C'est pour ça que j'ai mis les guillemets. Parce que pour moi, il n'y a pas de notion de filiale satellite entre les clubs, en tout cas au sein d'Ineos. Ça, c'est un point important. C'est plutôt derrière, est-ce qu'on peut trouver des opportunités de développement pour les joueurs, mais à la finale, ils ont le choix de dire s'ils ont envie d'aller là ou d'aller ailleurs. Au final, leur parcours de développement leur appartient aussi. Donc, ça peut aider, mais au final, je pense que la clé du développement des jeunes au niveau de l'équipe première du gym nous appartient au niveau du club. Sur le club satellite, Fabrice Boquet dit ça parce qu'on ne veut pas devenir non plus le club satellite de Manchester United. Peut-être aussi à un moment donné. On en parlera En tout cas, t'es mieux classé qu'eux. Comment ? En tout cas, t'es mieux classé qu'eux. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas rêver. Moi, si j'étais gym, là, franchement, je me concentrerais sur le gym actuellement. Le Zap Gym même, tiens, c'est l'heure. Le Gym, le meilleur des coulisses de l'OGC Nice, capté par les caméras d'OGC Nice TV, c'est maintenant. Ah, Nice, c'est Nice. Hein. Ça reste Nice, ça. Jusqu'à la fin de mes jours, ça sera Nice. Hein. C'est mon numéro 1. Boulka, c'est Marcus Boulka. C'est le meilleur gardien. Notre numéro 1. On fait du bien et surtout on les aide dans les moments où ils ont envie de s'en sortir, etc. C'est un peu dur de détailler la maraude en quelques minutes, mais voilà, l'idée c'est d'être là, de faire du bien, de sourire, de donner du sourire et ils vous en rendent et puis voilà. Ce soir, c'était l'OGC Nice qui nous accompagnait, hein, comme d'habitude maintenant depuis un sacré bout de temps, puisque ça fait depuis 2018 que l'OGC Nice nous accompagne pour nos maraudes. Ils suivent aussi le foot et ils connaissent tous l'OGC Nice et la plupart en sont fans. Et donc, c'est très important pour eux de les voir venir sur le terrain. Et ce soir, ils étaient très heureux de les voir et de voir aussi tout ce qu'ils ont apporté. Marcin Boulka a remporté le trophée UNFP du joueur du mois de septembre, mesdames, messieurs. Je suis ravi parce que c'est vrai que les gardiens n'ont jamais la part belle dans ces trophées et que ça soit Boulka qui puisse le gagner, c'est que c'est amplement mérité. Il va recevoir ce trophée UNFP du joueur du mois de septembre de Liga. Mesdames, messieurs, sur vos applaudissements. Ce soir, le grand ancien qui reçoit le trophée, il était infatigable, il taclait comme un beau diable. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, pour monsieur Eric Guérit.
beaucoup de fierté. Je suis très content de revenir à Nice. Ça a été une bonne époque pour moi. On entend beaucoup de positifs sur Nice par ses résultats et l'ambiance que dégage le club et le fait, par exemple, de faire revenir des anciens au stade. Voilà, Philippe qui a été très intéressé par Eric Guérit. Oui, Eric Guérit, toute une époque. C'est un milieu à 3 poumons, 5 jambes. Il courait, un mec super et un super milieu de terrain. Qui avait été sélectionné par Michel Platini, mais était resté sur le banc. Hélas. Il n'était pas rentré effectivement lors de la premier match de Michel Platini, je crois, en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Bravo et Guérit. Exactement, je m'en souviens, moi j'étais jeune, je m'en souviens. C'est l'heure du tac au tac. Tiens, allez, toutes les questions que vous posez et que nous posons auprès de Fabrice Boquet, c'est maintenant. Fabrice, directeur donc général de l'OGC Nice depuis 1 an, on en parlait tout à l'heure, arrivé quasiment en même temps que le directeur sportif Laurent Ghisolfi. Racontez-nous un peu votre parcours avant d'arriver ici à l'OGC Nice. Avant d'arriver au gym, je suis français-colombien déjà, donc j'ai grandi en France et en Colombie. J'ai essayé de devenir footballeur professionnel, j'ai pas réussi, mais pendant 1 an j'ai essayé. Comme nous tous ici. Voilà, on a essayé. Les croisés, exactement, les croisés. C'est vrai, non, je les ai fait beaucoup plus tard, donc ça n'avait rien à voir. Non, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que j'avais pas le niveau pour être au niveau que j'aurais souhaité. J'ai repris mes études et en parallèle, j'étais aussi éducateur dans un club amateur. J'entraînais les gardiens de but. Oui, parce que c'était gardien de but, votre poste. Ouais, gardien de but. Comme Francesco Farioli. Exactement. Et les gardiens du temple. Gardien du temple, voilà. Et voilà, donc j'ai commencé mes études, puis ensuite ma carrière professionnelle. Je n'étais pas dans le foot au départ, même si ça me titillait quand même. Et puis à un moment donné, le virus du foot te rattrape. Donc j'ai travaillé à Lorient en 2 fois, donc entre 2009 et 2011, et ensuite entre 2015 et 2020. Et puis ensuite, j'ai rejoint le gym. Ça va faire un petit peu plus d'1 an pour être précis. Enfin, à temps complet, ça a été début novembre. Mais à partir de fin août déjà, et à ce moment-là, en fait, les discussions démarraient. Je n'étais pas complètement à temps complet, mais j'étais présent de plus en plus pendant ma période de préavis par rapport à mon métier précédent. Il y a un peu besoin à l'époque. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de capitaine dans le bateau à ce moment-là. En parlant de ce passé l'orienté, est-ce que c'est un peu ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu de la friture sur la ligne entre Nice et Lorient? Tu veux parler de Loïc Ferry, peut-être. En tout cas, c'est une bonne question, surtout que quand je quitte Lorient, ça se passe en très 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 bons termes. D'ailleurs, parce qu'entre Lorient et Nice, j'ai fait autre chose pendant 1 an et demi. Et même, j'ai été plusieurs fois au Moustoir, d'ailleurs, dans cette période-là. Après, je pense que ça a été les événements qui ont fait que, même lorsque on recrute Terem, vous avez suivi le dossier. Il y avait peut-être une volonté de Lorient qu'il aille plus à Marseille. Voilà, on a tenu, le joueur aussi beaucoup. Et au final, Terem nous a rejoints, voilà. Et puis ensuite, il y a eu l'été dernier, en tout cas en début d'été, pas mal en tout cas d'agitation au niveau de la presse et au niveau du FC Lorient. Parce qu'il y avait des contacts, on va le dire clairement, avec Régis Lebris. En tout cas, on le connaît, mais Régis, évidemment, parce que ce soit Florent ou moi-même, on a évolué dans ce club par le passé. Mais en tout cas, la façon dans laquelle ça a été alimenté, elle est clairement au-delà de la réalité. Mais après, d'ailleurs, vous avez vu à Lorient comment ça s'est passé ensuite. Il y a eu pas mal de modifications, même dans l'organisation interne, lorsque Régis Lebris est resté. Donc ça va bien au-delà du gym au final, mais en ce qui me concerne, au contraire, moi, quand je vais à Lorient, je suis ravi d'y aller. J'ai gardé beaucoup d'attaches là-bas. 2 de mes filles sont nés en Bretagne, donc on est très très attachés, et avec le club aussi. Donc voilà, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de difficulté. Pour nous, c'est facile de savoir ce que fait un directeur sportif. C'est plus difficile de connaître exactement vos fonctions, votre rôle. Et puis, deuxième question qui est liée, comment s'articule un petit peu avec Jean-Pierre River, Bryce Ford, Jean-Claude Blanc? Comment ça travaille à la tête du club? Oui, non, c'est des bonnes questions. Je pense que mon rôle, l'objectif, c'est être déjà discret dans l'ombre. C'est pas mon rôle d'être en première ligne et c'est pas ce que je souhaite avoir. Vous avez aujourd'hui un président qui est à charge de représenter l'OGC Nice et vous avez un directeur sportif qui est en charge de la politique sportive et qui donc doit s'exprimer en ce sens. Moi, mon rôle, c'est d'être en discrétion
pourrait d'une certaine façon m'assurer que le club il avance sur ses dimensions administratives et aussi accompagner sur la partie sportive Florent. Mais dans un cadre qui ne va pas être de dire tel ou tel joueur, c'est pas ça mon rôle, mais plutôt d'accompagner quand on va être dans des négociations, dans des discussions, dans de l'organisation interne. Ça va être plutôt dans ces éléments-là. Donc direction générale, c'est superviser l'intégralité du club, mais en ayant un focus particulier sur la partie admin et avec un accompagnement sur la partie sportive. Et d'ailleurs, quand je rejoins ou je sais que je vais rejoindre le club il y a un peu plus d'1 an, à ce moment-là, Flo n'est pas là. Et c'est là où justement... On est tous d'accord, à ce moment-là aussi, Jean-Pierre est là, mais Jean-Claude Blanc n'est pas encore arrivé. On se dit, il faut absolument qu'on fasse venir un directeur sportif, et de part également l'histoire qu'on pouvait aussi avoir ensemble avec Flo. Et justement, racontez-nous ça un petit peu. Flo, vous le connaissiez d'avant, hein, oui, parce que Flo travaillait, avant de rejoindre le RC Lens, Flo était dans le staff de Michael Landreau. Et c'est à ce moment-là où je connais Flo, et on avait gardé une très belle relation. Ensuite, Lens me l'avait piqué. C'est les choses qui arrivent. Hein. Voilà, mais pour tendre vers une autre fonction, parce que c'était pas le même rôle. Et là, clairement, Flo, il explose médiatiquement de par la performance du RC Lens. Je l'ai même entre guillemets en concurrent pendant 1 an, parce que quand on est à la lutte avec Lorient-Lens pour la remontée en Ligue 1, on remonte d'ailleurs tous les deux, on finit champion avec Lorient et Lens finit 2e. Et ensuite, les saisons suivantes, Lens est très performant en Ligue 1. Et quand je rejoins le gym, où je sais que je vais rejoindre, clairement, quand on fait l'analyse, il nous faut un directeur sportif performant, Flo, je coche toutes les cases, en termes de performance aussi, en termes d'attitude, de personnalité, en termes projet club, travail collectif, également culture du territoire, il connaît bien le territoire, donc pour moi il coche absolument toutes les cases et c'est vraiment la personne qu'il nous faut pour ce rôle-là. Derrière j'ai eu aussi le support complet, que ce soit de Jean-Pierre et de Dave aussi à ce moment-là, clairement, et derrière aller convaincre aussi les propriétaires et on a pu avancer. Donc ça c'était une étape indispensable et dans la construction du projet. On a eu l'impression à un moment donné que l'OGC Nice, il y avait plusieurs prises de décision, plusieurs personnes qui prenaient des décisions. C'est plus le cas aujourd'hui. Le fonctionnement est bien arrêté, bien établi. Alors ça a été un chemin, clairement. D'ailleurs, Jean-Pierre, le président, quand il est venu ici, il l'a aussi dit. Ça a été un chemin parce qu'au final, on apprend aussi à se connaître et à fonctionner. Aujourd'hui, on a mis en place un mode de fonctionnement qui est, moi, je trouve extrêmement extrêmement efficace entre nous, avec les rôles et les attributions qui sont clairs. Donc, pour venir à ta question, Philippe, en fait, Jean-Pierre nous accompagne très régulièrement, en fait, de par son expérience avec le club, en tant que propriétaire, ancien propriétaire, connaissance du club et de ses salariés, des institutions. En fait, moi, je trouve ça génial en fait, de pouvoir s'appuyer avec Jean-Pierre autour de ça. Nous, derrière, on a une responsabilité exécutive au quotidien au niveau du club. Jean-Claude, derrière, de par son expérience, je ne vais pas refaire son CV ici, vous le connaissez tous, mais que ce soit dans le football ou ailleurs, et au niveau d'Ineosport, nous accompagne aussi, et d'ailleurs sur des aspects performance, type nutrition ou autre. Et également, c'était lui aussi l'initiateur aussi de changement. C'est lui qui a validé mon arrivée, c'est lui qui a validé aussi l'arrivée de Flo. Donc, il a aussi été initiateur d'un changement aussi à un moment donné. On a trouvé cet équilibre-là. Ça n'a pas toujours été simple, c'est la vérité. Ça a pris plusieurs mois. On apprend à se connaître aussi. On est des êtres humains. On s'adapte aussi. Pour moi, le point de bascule positif, vraiment, il a eu lieu aux alentours de mai. Et aussi parce qu'on savait qu'il y avait le mercato d'été qui arrivait. Et il n'y avait pas le choix. Il fallait vraiment qu'on soit efficace parce qu'on avait parfaitement conscience que ce mercato, dans la mise en place de vers où on voulait aller, c'était vraiment un tournant. Et là, je pense qu'on a trouvé un bon mode opératoire que l'on cultive. Parfois, on a des désaccords et ça fait partie du monde d'un club et de l'entreprise. Mais en fait, on est capable vraiment d'avancer dans le même sens. Et ça se sent au quotidien et c'est très, très, très agréable. Quelle est la vision aujourd'hui du club sur moyen et long terme aujourd'hui par rapport à ce changement de projet Ineos, par exemple quelle est votre vision du club aujourd'hui? Alors, ma vision, déjà, le changement de projet Ineos, pour reprendre tes propos, Mika, il a eu lieu, mais pour moi, il n'appartient pas qu'à Ineos, en fait. Et j'ai aucun problème à assumer ce qui s'est passé, parce que, objectivement... Pleinement consentant. Ah, mais 100%, même pas 100, 1000%. Et j'ai aucun problème à le dire, parce qu'au final, un club de football, ça reste une entreprise, qu'on le veuille ou non, avec des résultats sportifs, mais aussi avec un équilibre économique. Et d'ailleurs, dans les années où Jean-Pierre était propriétaire, c'était un club qui arrivait à concilier les deux.
performant sportivement, mais aussi économiquement. Oui, c'était un club qui gagnait de l'argent. Qui était bien géré. Après, l'objectif d'un club de football, est-ce que c'est de maximiser la rentabilité? C'est une autre question, et ce n'est pas nécessairement notre état d'esprit. Mais au moins, et c'est aussi la moindre des choses par rapport aux actionnaires qui ont investi beaucoup d'argent au club, c'est s'assurer que leur argent soit bien investi. Et puis, à un moment donné, Ineos, ce n'est pas un État. C'est une entreprise, ce sont des entrepreneurs, 3 entrepreneurs qui ont créé leur société il y a 25 ans. Et c'est la moindre des choses, quand on est à la direction générale, à la direction sportive et tout autre poste autour, de gérer cet argent comme si c'était le nôtre. Donc on est parti du principe, parce qu'on a travaillé ce modèle-là qui avait été annoncé il y a un peu plus d'1 an. Et on arrivait à la conclusion que, mis à part avoir un actionnaire qui chaque année, il aligne un chèque énorme, en fait, il n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable. Parfois, on parle du PSG. Le PSG, l'année dernière, c'est plus de 300 millions d'euros de pertes quand on regarde leurs comptes. Et comme tu as dit, il y a un État derrière. Exactement. Donc nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de capitaliser sur l'investissement que fait Ineos. Et Dieu sait s'il y en a. Et grâce à eux, il y en a. Et il y en aura encore? Mais on continue à en avoir de toute façon, de facto. Et parce qu'on ne peut pas passer d'un jour à l'autre une entreprise qui perd de l'argent et une entreprise qui est à l'équilibre. Ça prend du temps. Mais notre rôle et notre responsabilité professionnelle, c'est de capitaliser sur ça en étant plus efficace en termes de développement de revenus, en termes de performance sportive. On parle beaucoup de la performance sportive, mais si on regarde les chiffres derrière, Flo et avec les équipes et ensemble, on a réduit quand même un peu la voilure. Donc comme quoi il est possible de réduire un peu la voilure tout en ayant une bonne cohérence et en ayant un bon équilibre. Donc notre rôle c'est ça, c'est de construire autour de ça, au niveau des revenus, au niveau sportif en étant dans la performance, au niveau aussi de l'exploitation de nos infrastructures. Je doute que tu ne poses pas de questions là-dessus. On y viendra sur le stade, par exemple. Ça, c'est notre responsabilité professionnelle de faire ça. C'est pas de raconter des histoires et commencer à gérer ça comme une danseuse. Ça n'en est pas une et c'est notre responsabilité professionnelle et aussi vis-à-vis du territoire parce que nous, on veut que le gym, ça soit un club pérenne sur la durée. Mais ce qui est rassurant, c'est que aujourd'hui, le club s'est recentré sur des compétences. Que ce soit Florence, pas parce que Fabrice est là, mais on voit que c'est quelqu'un de sérieux. Quand il n'était pas là. Voilà, exactement. Le président Jean-Pierre Ribert, qui lui aussi apporte quand même une forme de sérénité. Donc Nice a retrouvé sa vitesse de croisière en écartant également les bonnes personnes. Et ce qui est rassurant dans le foot, c'est qu'on voit très bien que quand certains clubs font n'importe quoi, ça se passe très mal. On voit aujourd'hui, on est par exemple l'Olympique Lyonnais, qui dispose peut-être du 2e ou du 3e budget de Ligue 1 et qui va peut-être descendre en Ligue 2. Donc en fait, il n'y a pas forcément de règles, il faut arroser, il faut de gros transferts, mais il y a surtout une cohérence à avoir. Et ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, le club a réussi à se remettre en ordre de marche en écartant ceux qui étaient incompétents pour certains aspects de ce métier-là et en mettant des gens en place qui connaissent un petit peu la cause du football. Et voilà, et le rôle de Fabrice aussi, c'est aussi de préparer, quand je disais de l'avenir, c'est qu'un garçon comme Florent Ghisolfi, aujourd'hui, il existe un marché des transferts des directeurs sportifs. Et on a bien vu par le passé, un garçon comme Monchi qui est parti à la Roma. Forcément, aujourd'hui, si tu as un grand club, tu vas te dire, mais Ghisolfi, alors à Lens, waouh, il fait podium, il part de Ligue 2. À Nice, il n'y a plus de moyens. Il prend 2 joueurs, ils sont premiers de Ligue 1. Donc là aussi, le club doit peut-être penser à l'après. Parce que Florent Ghisolfi, forcément, il va être attaqué. Fabrice. Déjà, je ne dirais pas qu'il n'y a plus de moyens. Il y a des moyens. Il y en a moins qu'il y a pu y avoir, par exemple, en janvier dernier, lorsqu'on fait le mercato avec Terem et mais il y a quand même des moyens et plus qu'un certain nombre de clubs. Après, au final, il y a évidemment l'ambition sportive qu'un club peut avoir et il y a aussi les conditions de travail dans lesquelles tu évolues et l'aventure humaine que tu vis. Aujourd'hui, on vit une belle aventure humaine. On vit une belle aventure humaine. Et derrière, après, gouverner, c'est prévoir. Au final, donc on a toujours dans l'anticipation, mais globalement, on ne se projette pas sur ça. On est au début de l'aventure. Ça fait à peine 1 an que nous sommes arrivés et on a envie de faire des cycles ensemble et de vivre de belles choses ensemble. Ce changement de projet Ineos, entre guillemets, les rumeurs d'achat de Manchester United, la volonté d'achat de Manchester United, nous font parfois penser que le club serait à vendre. Fabrice, on va poser la question directement. Est-ce que vous avez vent de la part de l'actionnaire principal Ineos d'une volonté de vendre l'OGC Nice aujourd'hui? Absolument aucun vent en ce sens, premier point. Deuxième point, d'ailleurs on a encore eu des signaux là-dessus, on a des propriétaires qui sont engagés, ils sont venus au match par exemple contre Brest, j'y m'étais présent,
je rentre peut-être dans... Il est resté jusqu'à la fin ou... Il est resté jusqu'à la fin, tout à fait. Il est resté jusqu'à la fin. Et au-delà de ça aussi, c'est peut-être des détails, mais c'est quand même important pour montrer l'état d'esprit. On a séparé une loge dans le stade, rien que pour Ineos, qu'on a aussi habillé Ineos pour lorsqu'il vient avec sa famille, ou alors lorsque d'autres personnes aussi du groupe Ineos puissent venir. C'était pas le cas les années précédentes. Et ça a été fait, ça fait à peine 1 mois et demi, sur une demande d'Ineos. La volonté d'avoir aussi un espace pour eux dans le stade. Alors, je rappelle également que le siège d'Ineos, aujourd'hui, il est à Monaco, il n'est pas très loin, ils vivent pas très très loin d'ici, ils sont attachés au club, ne serait-ce que cette semaine, on a eu le propriétaire aussi qui est venu nous voir au club, donc en fait, non, en tout cas, tu me demandais si on avait un vent, zéro vent. Et il ne vous l'a pas dit en tous les cas, si jamais c'était le cas. Ah, mais ça c'est une autre question, mais on a zéro vent et j'ai absolument aucun signal en ce sens, et en plus, moi, mon analyse, après, en prenant un peu de recul par rapport à la situation, déjà aujourd'hui, on évolue dans un environnement multiclub parce que Ineos est propriétaire du gym, mais aussi de Lausanne. Et nous aussi, la stratégie telle qu'on l'a définie, aussi du club, c'est une stratégie en fait qui est club 100%. Peu importe si demain Manchester ça va au bout ou pas, et nous on n'a pas d'informations par rapport à ça, mais même si demain Manchester United allait au bout, parce que j'imagine que vous allez me poser aussi la question, en fait, nous déjà on se projette parfaitement dans un univers multiclub, première chose. Deuxième chose, et tout le monde en a conscience au niveau Ineos, le gym, c'est un club qui a une très forte identité, et c'est un principe fort que cette identité elle sera respectée à 10 000%. Ça, c'est le deuxième point. Et 3, nous, derrière, on a une strat, elle avance, elle est propre à nous, et on ne va pas bouger d'un millimètre par rapport à ça, et elle est indépendante de ce qui puisse se passer. Donc si ça arrive, très bien, et si ça n'arrive pas, très bien aussi, nous on est prêts. Attention à l'identité, regardez Strasbourg. Chelsea, Strasbourg, aujourd'hui, on voit que c'est un club qui souffre terriblement d'une perte d'identité et qui a un projet complètement sur le trading joueur et ça court à la catastrophe. Mais Strasbourg, ce sont des nouveaux propriétaires qui sont arrivés au club. C'est pas la même chose. Ici, vous avez des propriétaires qui connaissent et qui aiment le club, qui sont là depuis 2019, qui connaissent et qui sont imprégnés de plus en plus de l'identité du gym, et on est aussi là pour accompagner en ce sens-là. C'est pas la même situation, c'est pas pareil. Un sujet dont on parle beaucoup aussi à l'OGC Nice, c'est le stade. Quel pourrait être du coup le projet de l'OGC Nice là-dessus? Est-ce qu'on a imaginé à un moment donné que Ineos pouvait avoir envie de prendre la gestion de ce stade? Qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui en penser? C'est un très bon point, William. Ça fait partie des discussions que l'on a. J'ai même envie de vous dire, c'est même en interne, on s'est tous réunis il n'y a pas très très longtemps. Il y avait toutes les équipes du club et on a posé la question aux gens, pas sur le stade spécifiquement. On leur a dit globalement quelles seraient, si vous deviez mener une ou deux initiatives, les choses qui vous sembleraient importantes pour le club. Parce que nous, on peut avoir nos idées, mais c'est essentiel d'entendre ce que notre PME de 200 salariés pense, et parce que chaque individu a son propre avis sur lequel nous, on doit s'appuyer, parce qu'ils ont chacun leur propre histoire. Ce qui est ressorti en numéro 1, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de contrôle sur notre stade. C'est ce qui ressort. Donc ça ne fait que confirmer aussi notre volonté. Il y a une frustration de la part des équipes aujourd'hui, marketing, communication, de ne pas pouvoir utiliser le stade comme ils le voudraient. En fait, je pense qu'au-delà du terme frustration, je dirais surtout qu'on voit qu'il y a un potentiel de faire beaucoup plus. Ouais. On peut faire plus. On peut faire plus et on considère qu'aujourd'hui, le stade, tel qu'on l'exploite, on arrive un petit peu à sa limite. Tout à l'heure, je vous parlais, le développement aussi du club, ça passe aussi par la capacité à être capable d'avoir plus la main sur son stade pour renforcer l'identité. J'ai déjà pu parler de ce sujet-là à d'autres occasions, pour qu'on ait un stade. Moi, j'aime bien le stade d'Allianz. J'y vais, je le trouve très beau. Chaque fois avant match, je fais mon petit tour d'ailleurs à l'extérieur et dans les coursives. J'aime ça. C'est un beau stade, mais je ne ressens pas assez l'identité du gym. J'ai besoin de la ressentir plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'acheter? Il faut devenir concessionnaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Petit clin d'œil à Axel, notre ami et notre meilleur community manager. Il a lancé une pétition pour, par exemple, les sièges deviennent rouges et noirs. Alors, comment faire, là, par exemple, pour qu'un jour, l'Alliance Riviera dispose de sièges rouges et noirs? Alors, je réponds peut-être à ta première question, qui était de me demander quel modèle. Alors déjà, le modèle, il y en a plusieurs, et à l'instant T, on n'a pas défini lequel. Nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est pouvoir tendre vers un contrôle plus important du stade. Après, que ce soit rachat, exploitation, location, autre, plus large, en fait, on est souple et puis c'est aussi des discussions à avoir avec notre actionnaire et ce qui fait sens aussi économiquement. Et avec le consortium aujourd'hui. Tout à fait, avec NES, exactement, et Vinci. Tout à fait. D'ailleurs, on a déjà pu avoir quelques discussions avec eux en ce sens. L'objectif, et de toute façon, c'est comme ça aussi que le gym s'est construit, c'est de faire les choses en bonne intelligence avec eux. C'est la mairie également. Mais bien sûr, c'est mairie, c'est Vinci et le consortium et le club. Et trouver un modèle, parce que après, il ne faut pas être dogmatique, parce que quand vous récupérez l'exploitation du stade, vous récupérez aussi beaucoup de coûts, ce qui est normal. Donc il faut trouver
trouver aussi un équilibre. Et nous aussi, c'est notre job. Et puis vous n'êtes pas encore des organisateurs de concerts ou de choses comme ça. Tout à fait. Et c'est pas nécessairement notre job de devenir des organisateurs de concerts. Ouais. Je vais venir Metallica, moi, de suite. Voilà. Non, on pourra en discuter. Il est bien payé, attention. On mettra dans une société à part, là. Non, mais voilà. Et ensuite, pour venir tu peux poser la question des sièges. Alors, sièges, c'est un sujet aussi que je connais un petit peu parce que quand j'étais à Lorient, on avait changé tous les sièges. C'est un stade plus petit, c'était pas 36 000 places, c'était 18 000 places. Mais on l'avait fait. Mais à cette époque-là, c'était des sièges. Si vous avez le courage de regarder sur Google et trouver les images, vous verrez, c'était des sièges, ça n'avait rien à voir avec la couleur du club, c'était complètement délavé, c'était n'importe quoi. Moi, je vais être très franc par rapport à ça. Moi, quand je vais au stade et je regarde, alors c'est peut-être pas très populaire ce que je dis, mais je le pense, ma priorité à l'instant T, est-ce que c'est de dire tout de suite, il faut changer tous les sièges? Je me dis, il y a peut-être d'autres investissements qu'on peut faire avant, qui n'ont pas encore été faits. Vous avez fait un devis ou non? On sait à peu près combien ça va coûter. Ça coûte un peu plus entre 1 et 2 millions d'euros, même si ça dépend le type de siège. 2 millions d'euros de siège. En fait, ça dépend des sièges. Gardez-les pour un attaquant mercato. Non, mais en fait, t'as pas beaucoup d'attaquants à 2 millions d'euros. Non, mais je vais vous donner d'autres exemples. Après, nous, des choses qui peuvent être intéressantes. Tribune debout. Tribune debout, c'est un sujet intéressant. On en parle avec les groupes de supporters. La tribune basse, par exemple, de la Populaire Sud. Exactement, ça c'est des sujets. Aujourd'hui, on n'est pas capable de mettre des tribunes debout. C'est des sujets qui nous intéressent. Deuxième sujet, ça fait partie de l'événementialisation, on aime bien, c'est la lumière autour du stade. Aujourd'hui, on a des lumières, soit t'allumes, soit t'éteins. Mais tu peux pas jouer avec des jeux de lumière et faire autre chose. Troisième élément. On voit le stade de l'extérieur un peu mieux, c'est ça? Non, je parle pas de l'extérieur, je parle de l'intérieur. Des jeux de lumière. Oui, non, mais par exemple, l'Allianz Arena à Munich, il y a plusieurs ça couleurs. aussi, mais ça, alors là, on rentre dans des dépenses qui sont énormes. Sur la signalétique. Ça, par exemple, ils sont très bons. Troisième sujet, habiller un petit peu plus nos coursives. Nos coursives aux couleurs du club, avec de l'histoire, avec des images, avec voire même potentiellement, je sais pas, statut haute, peu importe, en tout cas, voir des éléments. Philippe, oui, ça oui. Pareil, mais ça Philippe, c'est parfait là. Non, mais ça fait partie des éléments. Il y a un sujet aussi qui est important pour nous, c'est la restauration dans le stade. J'en parle souvent. J'étais il n'y a pas très longtemps à Saint-Martin-de-Vésubie. J'ai découvert, je suis nouveau sur le territoire. La bière du comté. Exactement, la bière du comté. J'adorerais qu'on puisse avoir aussi des offres avec des produits locaux. Ça fait partie aussi de l'identification à un stade et à un territoire. Donc ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on veut travailler. Mais il faut le faire. Voilà. Mais il faut le faire aussi avec un menu Soca bière du comté, magnifique aussi. Tout à fait. Mais les yeux qui brillent, il a soif d'un coup. Mais il faut prioriser. Il faut être capable de prioriser des enveloppes. C'est du boulot derrière, et voilà, et peut-être qu'à un moment donné, les sièges, ça va remonter plus haut dans les priorités, mais on est en train de faire ce travail-là d'ailleurs aussi. Il y a notre cher Axel. Oui, et j'avais vu d'ailleurs, et je suis parfois alpagué sur la couleur des sièges, et je comprends cela. Notre rôle aussi derrière, c'est de faire les choix qui nous semblent à un moment donné évidemment plaire à nos supporters, mais également qu'on considère qu'on doit prioriser. Et le naming, excuse-moi, le naming, j'ai pas d'infos là de tête, il dure jusqu'à quand? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que c'est la concession, non? C'était 10 ans au départ. Parce qu'il faut se mettre quand même à la place d'Ineos, pareil. Ils font pas le même métier. Il a été re-signé il n'y a pas longtemps. Ah voilà, oui, parce que il y a quand encore tu Ineos, que tu achètes l'OGC Nice... Tu préférais l'Ineos Stadium par exemple? Moi non, mais je me mets à la place d'Ineos. C'est quand même plus sympa quand tu es entre Marseille et Nice, que tu prends l'avion. Si tu es propriétaire de Nice et que tu passes devant ton stade, tu vois écrit Alliance. Si tu as écrit Ineos en grand avec le logo de l'OGC Nice, ça a quand même un peu plus de gueule. Chose. Est-ce qu'il y a un calendrier pour ces discussions-là, Fabrice, aujourd'hui? C'est en cours. Le calendrier, j'ai envie de dire, nous, on aimerait bien aller plutôt vite, mais vous savez, c'est des types de discussions, vous ne maîtrisez pas complètement le calendrier. Est-ce que c'est ouvert en face de vous? Oui. D'accord. Oui, c'est ouvert, mais on doit le construire avec eux. Et collectivement, on ne veut sûrement pas passer en force. C'est collectivement, on trouve aussi le bon modèle qui nous convient aussi. Et qui la mairie est d'accord, je pense. Non, mais on discute aussi avec eux. Merci. Je pense que la mairie... on m'a rien dit, mais vu les projets qui arrivent... Ils ont un peu besoin de trésorerie, tu veux dire? Je pense que... De liquidité? Oui, Comment il est valorisé, le stade aujourd'hui, Fabrice? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, il faut plutôt poser la question aux propriétaires du stade, avec la mairie entre autres. Après, à nouveau, le rachat du stade, pour nous, la modalité de comment est-ce qu'on peut travailler l'exploitation, c'est un bon sujet, mais c'est un autre sujet. Parce que c'est un actif aussi après un stade dans un club. Ah oui, bien sûr. Et il y a très peu de clubs en France qui sont propriétaires de leur stade. Il y en a 3, je pense. Il y a Lyon, il y a Auxerre et il y a Ajaccio. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, clairement. Mais après, vous avez d'autres modèles. Vous avez des modèles type... C'est l'OM, je crois qu'il y a l'exploitation de l'Orange Vélodrome. Exactement, mais ils l'ont récupéré. Avant, ils étaient dans un modèle un peu comme le nôtre. Si vous voulez comparer notre modèle, il faudrait regarder les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux ont le même modèle que
que le nôtre. Il galère un peu. C'est des modèles parfois qui ne sont pas gagnants-gagnants, parce que même l'exploitant, il ne gagne pas nécessairement très très bien sa vie, mais en même temps, il faut aussi faire preuve d'humilité, parce qu'arriver avec tes grands sabots en disant tu vas voir ce que tu vas voir, et grâce à nous, on va développer des revenus que toi, tu n'as jamais été capable de développer, il faut faire preuve d'humilité. C'est pour ça que je dis que quand on construit le modèle, on le fait aussi avec professionnalisme par rapport à ça. 22 000 spectateurs lors de Nice-Rennes, c'était peut-être une influence un peu décevante par rapport à d'autres affluences qui avaient été très bonnes depuis le début de la saison. Comment faire pour remplir un peu plus le stade alors que l'OGC Nice est quand même leader de Ligue 1 aujourd'hui? Tout à fait, c'est un très bon point. Donc déjà, première chose, c'est pas une fatalité. Je le dis, et je commence par ça, parce que parfois je l'entends comme si c'était une fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans le remplissage d'un stade, ça c'est la première chose. Deuxième chose, affluence contre Rennes, on a tous été déçus, il faut appeler un chat un chat. Si on prend un peu de recul depuis le début de saison, on est un peu plus de 27 000 de moyenne de spectateurs. L'année dernière, au même moment, on était à 24 000. Donc il y a une progression, clairement. Après, contre le Stade Rennais, on peut toujours se trouver des excuses, le fait que c'était tard, un dimanche avant la rentrée scolaire. Néanmoins, on doit être capable de mieux faire. Moi, ce que cela m'inspire, parce qu'on en a pas mal parlé avec les équipes cette semaine, on s'est tous réunis, on en a parlé. En fait, ce qu'on se dit, déjà, j'ai trouvé entre nous, c'était presque c'est bien de temps en temps d'avoir ce type de choses qui arrivent en interne pour se dire, c'est pas parce qu'on est premier qu'on va se reposer sur nos lauriers, on voit tout le chemin qu'on a encore à accomplir. À Nice, quand on est premier du championnat, comme cela arrive en ce moment, on ne doit pas être satisfait à moins de 27-30 000 spectateurs au strict minimum, vu la taille de l'agglomération. Mais si cela arrive, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas encore très bien à faire. Ça veut dire que notre base, on va dire, de supporters les plus assidus, elle a progressé par rapport au passé, mais elle n'est pas encore suffisante. Et donc, c'est une dimension sur laquelle on doit continuer à travailler. Il y a beaucoup de choses aussi que j'ai entendues depuis que je suis arrivé au club. Le stationnement, accessibilité. J'avais encore une réunion ce matin sur le sujet avec les équipes opérations. Il y a des initiatives qui sont en cours. On va avoir des discussions avec la préfecture, avec la ville. Il est trop facile de dire c'est pas de notre faute, c'est la préfecture, nous on peut rien faire. À un moment donné, on prend ses responsabilités, même si on n'est pas tout seul à prendre des décisions, et on avance tous ensemble. Ça fait partie des sujets. On va aller travailler. Donc il y a accessibilité, il y a clairement la sécurité. Je suis très content de la dynamique sur laquelle on est depuis un an. Moi, quand je suis arrivé au club, pareil, j'avais entendu des éléments par rapport à ça. Je trouve, entre ce que j'ai entendu et la réalité, depuis un an, globalement, je trouve parfois qu'il y a une stigmatisation. Notre rôle, c'est de faire en sorte d'avoir des relations qui soient constructives, qu'on puisse se dire les choses avec les groupes, et faire en sorte que dans l'esprit des gens, aller à l'Alliance, c'est vivre une expérience qui soit positive, dans laquelle les enfants peuvent toujours venir et dans lesquelles on ne se pose pas de questions quand on arrive au stade et quand on rentre chez soi. Et est-ce que, on en a parlé la semaine dernière avec Didier Digard, est-ce que vous aussi vous estimez que l'OGC Nice n'est pas jugé comme les autres par les instances? On parle en particulier de la fermeture de la tribune basse face à Toulouse, la Populaire Sud, pour quelques jets de pétards et 2-3 fumigènes. Et je vais ajouter à la question de Will ce déplacement à Montpellier où seulement 170 supporters sont autorisés à aller dans des cars pris en charge par la police. Oui, alors déjà d'une part, on ressent plus globalement, je ne sais pas si c'est les instances en particulier que je citerai, mais oui, on ressent clairement, même en termes d'image, une stigmatisation par rapport des supporters niçois, ça on le sent, et c'est à nous de... Même si aussi je découvre sur le territoire, on aime bien dire parfois on est un peu envers et contre tous. Je le vis aussi un petit peu, mais clairement... le Mambati sur Nissart. Exactement. Mais je découvre à nouveau, moi je découvre le territoire au fur et à mesure. Donc je le vois, mais clairement on sent parfois qu'il y a des décisions qui sont dures. Il y a deux épisodes différents. Donc le premier, j'ai démarré par celui-là, celui de Montpellier, issu donc de la préfecture de l'Hérault, donc c'est pas notre préfecture, on n'a pas de relation au quotidien avec eux, et on n'a sûrement pas de pouvoir de décision par rapport à eux. Nous, on en parlait encore avec Virginie qui est ici, avec Yves, le directeur de la sécurité. Virginie Rossetti, directrice de la communication. Exactement, on était ulcérés de la décision, on doit être capable, et en fait, ce que je dis, ça dépasse même le cadre de l'OGC Nice. Quand on commence à stigmatiser des supporters, c'est là où je pense aussi parfois on crée des terreaux de violence. Ce qui est important aussi, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent exprimer leur passion, première chose. Et ensuite, et là je ne m'exprime pas pour Nice en particulier, mais plus global, quand il y a des comportements individuels qui ne sont pas acceptables, là il faut être extrêmement ferme. Et il n'y a pas raison de faire preuve de quelconque et l'incompréhension légitime que les Niçois peuvent avoir, c'est il se passe ce qui se passe à Marseille avec Fabio Grosso qui certes en dehors du stade se fait agresser et se fait poser 12 points de suture et on a appris que Marseille-Lyon se jouerait au Vélodrome avec du public et tout cela et 2 pétards jetés, même si c'est interdit, on l'a dit la semaine dernière, une tribune fermée. Oui, tout à fait, je peux comprendre. Après les pétards, ça c'est un autre sujet, d'ailleurs on l'a aussi écrit dans le communiqué. Nous, en tant que club, on n'est pas satisfait qu'il y ait des pétards. Et on n'est pas satisfait de cela. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle avec le groupe de supporters, ils pensent comme nous. D'ailleurs, pour le match contre Rennes,
au niveau de la commission. Enfin, on a eu 0 pétard qui ont été identifiés. Donc, comme quoi, on est capable de le faire. Ouais. C'est possible. Les pétards, c'est autant pénalisé par la Ligue qu'un fumigène. On peut être d'accord, pas d'accord, vous savez quelle est notre position, mais c'est la réalité à l'instant T. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne le remonte pas. Hein. Jean-Pierre, qui est membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, il remonte ces points-là et il en parle. C'est pas parce qu'on n'en parle pas à droite à gauche dans les médias qu'il n'y a pas des choses qui se passent en coulisses. Hein. Et il le fait avec beaucoup de force. Donc ça, c'est le premier point. Mais dernièrement, nous, en interne, c'est comment est-ce qu'on s'assure aussi que les pétards, je le dis sans aucune ambiguïté, c'est dangereux, ça apporte pas grand-chose. Ça met une pression quand même. On se souvient au Stade du Rail, il y avait cette ambiance-là. Les pétards, ça fait partie, comme on dit, du folklore. C'est certes très dangereux, mais ça met une pression sur l'équipe adverse un peu quand même. Je sais pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis pas à l'aise avec les pétards. C'est ce que peuvent répondre en tous les cas les supporters. Et d'ailleurs, quand on parle avec les groupes de supporters, je n'ai pas envie de parler à leur place, mais c'est pas non plus la dimension du supporterisme qu'ils préfèrent. C'est pour ça que je parle en particulier de ça. Mais après, sur le reste, non, ne stigmatisons pas nos supporters. Se retrouver avec une tribune fermée, c'est très dur pour nous. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a fait appel au CNOSF. Ça va nous, on a concilié. Le CNOSF devra se réunir et nous fera un retour par rapport à ça. Mais c'est qu'un avis. Oui, c'est un avis. Non, mais après, selon leur avis, ça revient au niveau de la commission et on voit ce qui se passe. Nous, on verra comment ça va se passer. Mais ils ne sont pas obligés, la commission de discipline, de suivre l'avis du CNOSF. Tout à fait. Ils ne sont pas obligés. Mais ça si jamais l'avis était favorable. Mais ça ne nous empêche pas également, et c'est le cas, d'échanger avec les membres de la commission de discipline pour voir ce qu'il en est également. Ça fait partie aussi de notre travail de faire ça au quotidien. Vous êtes des dirigeants, mais on se rend compte qu'un club, aujourd'hui, par exemple, Lyon, ça tombe sur Lyon, mais il n'y a plus Jean-Michel Aulas. On se rend compte qu'aujourd'hui, un club... Il faut incarner, c'est ça que tu veux dire? C'est pas qu'il faut incarner, mais il faut réseauter, il faut être présent dans les instances, et il faut... Ce qui est le cas de Jean-Pierre. Exactement. Ce qui est le cas de Jean-Pierre. Aujourd'hui, Lyon, c'est un club sans capitaine à bord, et on voit bien que, à mon avis, avec Jean-Michel... Je ne savais pas que tu as été transféré à Lyon Tonique, je pensais que tu avais été transféré ailleurs. Non, mais par rapport aux événements, si ça se passe à Nice... ces événements, déjà... Il s'est passé à Nice, Vincent. La bouteille sur paillettes, on ne va pas comparer quand même. Il a failli devenir aveugle. Hein. Je suis d'accord. Alors, c'est intolérable, hein, mais même s'il la prend de beaucoup plus haut, la bouteille, c'est intolérable. Je suis d'accord avec toi, mais ça ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la présence d'un capitaine, d'un club fort aussi, Lyon aujourd'hui, voilà, c'est n'importe, comme il dit, ça veut dire quoi? Si tu as 4 blessés, tu dis à 10 mecs de tout casser et le match est reporté, comme ça tu le rejoues avec tes forces vives après. C'est un très mauvais signal en tous les cas, on voit effectivement sur ce cas-là. Fabrice, on a été assez exhaustif sur tout ce que l'on voulait vous dire. On aura peut-être d'autres questions d'ici la fin de l'émission, mais il faut avancer parce qu'on a pris un peu de retard. Quand même, malgré tout, on va passer à l'avant-match de cette rencontre entre Montpellier et Nice. C'est vendredi soir, donc, avec cette place de leader à défendre du côté des Niçois. Vincent, c'est toi qui disais tout à l'heure, c'est jamais facile d'aller à Montpellier. Depuis toutes ces années là que je gym, ça n'a jamais été des matchs simples. Hein. À la Mosson, Montpellier-Nice, en plus, c'est pas un derby du Sud, mais il y a toujours un peu un antagonisme entre les supporters. Toujours un peu chaud. Savanier, il est toujours un peu surexcité lors de ces matchs-là. C'est toujours un petit peu un match tendu. Et je le vois bien, là, vendredi soir, 21h. Là, un peu traquenard, quoi. Voilà, Boudaoui, Savanier. L'an dernier, on se rappelle, Savanier, il avait tenté Sombrero. Il avait dit écoute, calme ta joie. Il s'était pas embrouillé un peu en match amical aussi? Aussi, exactement. Boudaoui, il avait coupé en deux. Derzakarian avait dit oh Boudaoui, t'arrêtes. Voilà. Il est chaud en plus Derzakarian en ce moment, il se bat bien avec ses joueurs. Attention à Derzak, il peut mettre des emplâtres à tout le monde. Bon, on va surveiller ça. On va écouter Kefren Turam justement sur cette rencontre face à Montpellier. Non, Montpellier, ils ont une belle équipe, il y a une belle ambiance là-bas, ils ont des joueurs de qualité, on le sait. Et on est préparé, on a préparé notre semaine très sérieusement pour aller gagner là-bas. Voilà, donc Kefren Turam essayer d'aller gagner là-bas et faire le meilleur match possible. On passe au suspendu de cette rencontre, on le sait, carton rouge face à Rennes. Youssouf Ndiaye pris 2 matchs plus 2 matchs plus 1 avec sursis, donc quasiment 3 quoi, en fait, en gros. Oui, parce qu'il a des cartons jaunes en plus. Voilà, en gros, dès qu'il prendra le 3e jaune en moins de 10 matchs, il en prendra 2 et pas un seul. Voilà, c'est ça. Donc il est sous la menace de 2 matchs de suspension encore après derrière. En fait, oui, avec le sursis, s'il a 3
3 jaunes qui mériteraient un match de suspension, il en aura 2. Toi, 3 jeunes, ça te fait pas peur, évidemment. Mon cher Will, on va donc parler de Youssouf. Youssouf, la vie sans Youssouf, comment faire? Parce que c'est l'homme de base, le fils du coach. Hein. Ouais. Non, mais bon, il a bien choisi son fils. Hein. Il a joué toutes les minutes depuis le début de saison. C'est le joueur parfait dans le système Farioli. Ça va être l'occasion de certainement, pour certains, de prendre la relève. On va voir si ça sera Boudaoui, si ça sera Thuram, si ça sera Rosario, petite pièce sur Rosario. On va donner la balle à Will. Tu vas nous dire ça dans un instant dans la compo probable, mais avant ça, je voudrais vous faire écouter Francesco Farioli, justement, à propos de la vie sans Youssouf N'Déchimier. Quindi ovviamente sono soluzioni alle quali abbiamo pensato, abbiamo valutato chiaramente. On a pensé à toutes ces solutions, évidemment. L'absence de Youssouf, qui a joué toutes les minutes des 11 matchs, est d'un côté un poids, mais d'un autre côté, c'est une grande opportunité. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup regarder tous les joueurs que j'ai à disposition. Et dès l'après-match contre Rennes, 1 minute après le match dans le vestiaire, on était déjà là à réfléchir à comment gérer cette situation. Jordan, on ne savait pas si on l'aurait, mais heureusement, on l'a récupéré. Maintenant, il nous reste 2 jours pour trouver une solution équilibrée. Voilà une solution équilibrée à trouver pour Francesco Farioli. On va passer directement à la compo probable. Allez, le challenge de Will, c'est pas faire tomber le micro, on le sait, puisque sinon l'OGC Nice perdra cette saison. Philippe Rizzoli, ça me rappelle la jeunesse. C'est ça. Il chante les bananes aussi. C'est la juste compo. C'est la juste compo. Alors là, ça sera plus compliqué d'avoir la juste compo, parce que c'est vrai qu'avec cette incertitude Youssouf, donc bon, pour derrière, il ne devrait pas y avoir de suspense, comme encore une fois. Si, parce que justement, donc Boulka dans les buts, et là c'est Lotomba qui est de retour, on l'a dit, dans le groupe. Et est-ce que Lotomba démarrera pour pouvoir laisser place à Pablo Rosario au milieu de terrain à la place de Youssouf, puisqu'après le reste c'est du traditionnel, Todibo, Dante Bar. Voilà. Donc voilà, Pablo Rosario qui pourrait peut-être occuper cette place de Youssouf. Parce que c'est l'un des seuls au milieu de terrain capable de faire ce que fait Youssouf en gros. Voilà, c'est le seul qui a cette intelligence et cette capacité à se mettre entre Todibo et Dante pour renforcer la charnière centrale à 3. Hicham Boudaoui ne peut pas le faire, Morgan Sanson non plus. Et donc, du coup, dans ton choix de mettre Boudaoui plutôt que Morgan Sanson? Non, aujourd'hui, c'est Boudaoui a clairement gagné la concurrence avec Morgan Sanson. Non, on l'a fait ensemble. C'est moi qui la présente, mais c'est du travail collectif, toujours. Et non, c'est vrai, puisque Hicham Boudaoui, aujourd'hui, c'est encore du 12-13 bornes par match. On a encore vu Rennes. Il a été peut-être un peu moins en vue que contre Clermont, mais voilà, il a un apport indéniable dans le volume de course. Et Kefren Thuram, c'est pareil. Il est indispensable dans ce milieu de terrain. Et devant, le triplé, le trio classique, Laborde, Mofi, Boga. Boga qu'on avait annoncé sur une grande pente et je pense que ça va continuer jusqu'à la trêve. C'est vrai qu'il est là. Il est assez solide, ouais. Voilà donc pour cette compo probable, les amis, on peut passer au cadeau de la semaine. Et 2 places à vous faire gagner pour Nice-Toulouse. Ça sera après la trêve internationale. Il faut pronostiquer le bon score entre Montpellier et Nice vendredi soir, donc avec le hashtag Gymtonic et le nom des buteurs s'il y en a. Donc le prono de Montpellier-Nice pour gagner des places pour Nice-Toulouse. Voilà donc pour le cadeau de la semaine. C'est l'heure du Souviens-toi de notre ami Philippe. Un souviens-toi exceptionnel la semaine dernière. Tout le monde nous en a parlé. Tout le monde était très heureux de ce souviens-toi. Quand on envoie des chèques à ma fondation. Mon cher Philippe. Donc il va falloir que tu sois au niveau encore une fois cette semaine, mais je n'en ai aucun doute. Tu vas nous parler d'un homme qui a eu 76 ans cette semaine et qui a laissé une grande trace dans l'histoire de l'OGC Nice. Alors, dans tous les clubs, il y a les joueurs qui passent et les joueurs qui restent et il y a les légendes. Et alors, Nenad Djekovic, alias Bieko, c'est une légende. Mais il fait partie du top 3 des légendes de l'OGC Nice. On le voit. Alors, entre Daniel Sanchez et Toko. Donc là, contre Saint-Etienne, il n'est pas hors jeu, il va au but. Nenad est arrivé à Nice en 1976. Alors bon, il vient du Partizan Belgrade.
c'est Vlatko Markovic qui connaissait, puisqu'il jouait en équipe nationale, qui le voulait. Et là, Bjeko avait signé un pré-contrat avec Alkmaar, les Hollandais. Donc, le président Leyer est allé voir les dirigeants hollandais. Il leur a demandé combien il voulait. Il a fait un chèque. Et Bjeko est venu à Nice. Alors, Nenad Bjekovic a mis 6-7 matchs pour mettre un but. Après, il les a empilés. C'était un joueur exceptionnel, un crack. Il avait tout, les deux pieds. Il était bon de la tête. Il n'avait pas peur. Il faisait des fausses pistes pendant 90 minutes. Il avait une frappe, c'était un coup de fusil. Bon, là, c'est simple. La première année, il s'adapte un petit peu. Il met 19 buts. La seconde année, il en met 29. Je crois que je ne sais pas s'il y a un attaquant niçois qui a mis 29 buts dans une saison. Depuis ? Non. Ni depuis, ni avant, peut-être. Mais bien avant. Mais en Ligue 1, hein, pas toute compétition confondue. En Ligue 1, en Ligue 1. Une fois, j'avais vu une interview d'Elio Nice, qui était aussi un crack devant, parce qu'à l'époque, il y avait quand même... devant, c'était ça marquait. Hein. Il y avait au Nice, il y avait Skoblar, Carlos Bianchi, Nenad Bjekovic. Pour être le meilleur étranger, ce qu'a été Nenad, il fallait... Ça fait le bonheur. Ah ouais, c'était un truc de fou. Au Nice avait dit que c'était le meilleur des attaquants. Christian Lopez m'a toujours dit que c'était un client, que quand il le chargeait avec Osvaldo Piazza, c'était un enfer, un cauchemar. Donc il met, je crois qu'il met plus de 100 buts en 170 matchs à Nice. Il finit hélas en novembre 80 dans le brouillard au Serrois. Il prend un coup de coude qui lui casse le plancher orbital et au niveau oculaire. Donc il a fini avec des maux de tête pas possibles, des problèmes d'yeux. Il a été opéré. Il est rentré chez lui en Yougoslavie. Et après, il est revenu en 87 comme entraîneur. Alors c'était un entraîneur très particulier, Nenad. C'était tout pour l'attaque. Capable de faire jouer 4 attaquants en demi-finale de Coupe de France retour à Sochaux. Où on avait perdu 2-0. Ah, on n'en parle pas. On n'a jamais vu la finale. Capable de parler à tout le monde de la même façon, c'était un monsieur. Hein, donc, mis à l'honneur par le club grâce à Virginie Rossetti, qui n'oublie jamais les anciens. Formidable travail des équipes de Virginie. Formidable travail et trait d'union entre les époques. Et elle sait qui est Nenad Bjekovic. Donc, il a été fêté au Ré en 2017. Moi, j'ai 2 petites anecdotes. Non, 2017. Oui, à 2017 à l'Alliance. Il était à la Der du Ré. Il était à la Der du Ré. 2 petites anecdotes. Une que m'a raconté Jean Chaussier, qui était à l'époque parce que moi, quand Nenad jouait, je ne suivais pas tout à fait l'OGC Nice. Non seulement c'était un super joueur, c'était un senior. Il devait aller avec Julien Jarisi en Italie, à Milan ou à Turin, je ne sais plus. Et leur voiture tombe en panne. Donc, je sais pas, ils appellent Bjekovic, à l'ancienne, chez lui. Il habitait à l'Arcadia, à Nice-Ouest, au 3e étage. Au 5e, il y avait Katalinski. Et au 3e, il y avait Bjekovic. Au 4e, tu sais pas? Non. Madame Michu. Donc, ils l'appellent, ils lui disent, Nenad, on a un problème de voiture, est-ce que tu peux nous prêter ta Mercedes? Lui, il dit, venez, les clés vous attendent. Va demander ça à Mbappé aujourd'hui. Tu me prêtes ta Ferrari, on doit aller à Milan. Ouais. Facile, non? Donc, ils sont allés à l'Arcadia, il leur a donné les clés. Voilà. Après, moi, j'ai un souvenir perso parce que je suivais quand il a été entraîneur. Et il impressionnait tout le monde. Je me souviens d'un Euro qui était un monsieur, mais qui était mort de peur devant lui. Et la semaine du match retour de Sochaux, je le vois le lundi ou le mardi. Et je lui dis, Nenad, comment tu vas jouer, tout ça. Il me dit, tout pour écrire déjà, Nenad joue 4 attaquants. Kurbos, Enduro, Bokandé, Djelmas. Donc il met 4 attaquants, il me le donne le mardi, il donne l'équipe le mardi. Tu l'écris ou pas? Bien sûr. Ça m'a valu d'ailleurs de petite brouille avec Daniel Bravo, parce qu'il n'avait pas mis Bravo et qui a cru que... C'était toi qui avais poussé. Oui, alors quand on connaissait Bieco, on poussait pas. Oui, mais la légende. Et on l'a retrouvé à Belgrade il y a un an pour Partizan. Tu nous en avais parlé, effectivement. Exceptionnel. Ouais. Moi, j'étais à l'hôtel, il m'a fait venir un chauffeur, et il m'a reçu
c'était exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut penser que parfois, il y a des excellents joueurs en Serbie. Et quand tu as un Bjekovic qui a une telle aura aux partisans Belgrade... C'est un peu le patron là-bas. Il a été patron du football quand tu serbe, vois que tous les meilleurs joueurs de Belgrade ne viennent pas, en tout cas, il faudrait presque se dire... non, mais ça paraît la connexion, elle est faite. En plus, il n'y a qu'à regarder les derniers transferts du Partizan, tu dis que c'est dommage qu'il n'y en ait pas 1 sur 10 peut-être. Qui est fini à l'OGC Nice. En plus, Nenad Bjekovic a toujours été fou de Nice. Voilà, c'est ça. Du gym et de Nice. Il adore Nice. Son club, quand on l'appelle, il est pas loin de pleurer, quoi, parce que c'est Nice. Il a laissé beaucoup d'amis. Il vient des fois sans rien dire à personne, juste pour marcher sur la prom quand même. C'est un monsieur. Donc il a. Alors par contre excuse-moi, je suis un peu long. Il a 76 ans. Pour moi, c'est irréel, quoi. Nenad Bjekovic a 76 ans aujourd'hui. C'est un jeune homme. Je peux pas le croire. Ouais. En fait, Nenad, c'est une étoile. Elle est là. Regardez, il est là. Il va nous faire une crise de mélancolie. Là, on va arrêter. Philou, personne, c'est pas grave. Parce que un Balotelli, il est encore là. Il est là. C'est ça, comme la semaine dernière. Tu le sens en toi. Par exemple, un Balotelli, c'est une étoile filante. Ouais. Alors que Nenad, c'est une étoile, il est là. Allez, regardez. Non, mais il a raison. Non, mais il a raison. Je vois exactement ce qu'il veut dire. Ouais, d'accord. Oui. Ok. Oui, d'accord. Juste une dernière question avec Fabrice d'ailleurs, parce qu'on parle des anciens. Importance de transmettre comme ça et quel rôle peuvent jouer certains anciens. On en voit beaucoup à l'intérieur du club aujourd'hui, parmi les recruteurs, parmi les entraîneurs. Tout à fait. Quel rôle peuvent jouer aujourd'hui les anciens? Important, surtout en termes de rôle modèle, en termes de modèle, c'est très important, des anciens dans un club. Avec la bonne attitude, toujours, parce qu'en fait, ça peut aussi bien aller d'un extrême que dans un autre. Quand vous faites venir, ou quand vous avez des anciens joueurs, des légendes, même si on n'a pas beaucoup, en tout cas des anciens joueurs au sein d'un club, de par leur façon, leur professionnalisme, même après leur carrière, le fait de mettre du sens, en fait, ça tire tout le monde vers le haut. Et de ce côté-là et dans ce ssens-là, c'est très, très, très positif. En fait, ce qui est très important, c'est que quand vous avez des anciens joueurs qui rejoignent l'encadrement d'un club, quelle que soit sa dimension, en fait, l'état d'esprit, c'est toujours « je continue à devoir à l'institution pour qu'elle grandisse ». C'est jamais « l'institution, désormais, me doit quelque chose ». À partir du moment où on est dans le premier cas de figure, c'est formidable et ça tire tout le monde vers le haut. Voilà, tirer tout le monde vers le haut. C'est le mot de la fin, messieurs. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous. C'était passionnant. On aurait pu vous entendre encore pendant des heures et des heures, mais vous reviendrez peut-être sur le plateau quand il y aura une actualité. Aussi, merci à vous, messieurs. Merci à toi, Mika. Bon week-end. Merci à Philippe Bertini, Sophie Dancé, Chloé Wargard à la préparation et la réalisation de cette émission. Je vais aller trop vite. Willy me presse là sur le côté. Bon week-end. Bonne semaine à tous. On remercie les équipes de l'OGC Nice également. Et on se retrouve la semaine prochaine. On fait une petite émission avant le match de l'équipe de France pour débriefer évidemment cette rencontre face à Montpellier. À la semaine prochaine. Bye bye.